Regard d'Afrique Télévision, mesdames, messieurs, c'est votre émission Récap L'Actu qui prend les commandes sur les antennes de la chaîne panafricaine. Récap L'Actu, c'est l'émission qui revient sur les grands sujets d'actualité au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Le temps pour vous de vous installer confortablement. Partons du côté de la régie et revenons derrière avec le sommet. Retour sur ce plateau de Récap L'Actu, mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est votre émission hebdomadaire qui passe tous les dimanches, entre 11h et 13h. D'ailleurs, nous nous excusons pour le retard, indépendant de notre volonté. Nous allons prendre le sommaire du côté de la régie et nous revenons derrière pour la présentation de nos invités ce matin. Bonjour, mesdames, messieurs et bienvenue au menu de votre dominical Récap L'Actu. En politique Cameroun, sénatorial 2023, comment comprendre la débâcle de l'opposition? En politique Afrique, les États-Unis de retour sur le continent, pourquoi cette volte-face? En société Cameroun, baisse du pouvoir d'achat et inflation hors de contrôle, le Mincommerce jette-t-il l'éponge? Voilà, mesdames, messieurs, qui fait l'ossature de votre plateau d'échange de ce jour. Bienvenue une fois de plus, bon débat et à dimanche. Retour sur ce plateau de Récap L'Actu, mesdames, messieurs, en ce dimanche 19 mars 2023. C'est la 12e sortie en cette année 2023. Et merci à Claudia ici à qui nous a présenté le sommaire, le menu au programme ce jour. Ils sont déjà sur ce plateau, ceux qui nous accompagnent en cette 12e sortie de votre émission Récap L'Actu pour le compte de l'année 2023. À l'extrême droite, le docteur Fabien, le docteur Julien, autant pour moi, Julien Ongene Ateba. Il est économiste. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Récap L'Actu. Bonjour, monsieur Bala. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour à mes copanélistes. C'est une première d'être des vôtres. J'espère que ce sera à la hauteur des débats et merci pour l'invitation. Déjà à la hauteur, nos téléspectateurs aussi voudraient que vous soyez à la hauteur et nous espérons tous que vous le serez. Alors, tout à côté de vous, un autre visage connu sur les différents plateaux de Regard d'Afrique Télévision. Lui, c'est Sylvestre Nek, il ancien maire de Makak, si je me trompe. Alors, bonjour et bienvenue sur le plateau de Récap L'Actu. Bonjour, il n'y a pas d'anciens maires, les ex-maires. Ah, ex-maire. Non, on est maire à vie, mais on est ex parce qu'on n'est plus en poste. Mais cela dit, je voudrais vous remercier une fois de plus pour cette invitation. Oui, déjà, vous nous précisez maire de quel parti? Non, les maires sont les maires du Cameroun. Ils peuvent militer partout où ils veulent. Non, lorsqu'on est maire pour la République. Mais vous avez été élu par quel parti? Voilà. Non, sous la bannière. Sous la bannière de pas les populations de Makak, mais sous la bannière de l'Union des populations du Cameroun. La précision en valait la peine. Alors, à ma gauche, la seule dame sur ce plateau, il s'agit bien sûr de la communicante du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il s'agit de Madame Bengono, si je me trompe aussi. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Récap L'Actu.
Bonjour aux copanélistes précédemment présentés avant moi. Je suis Madame Mimchebongona Fadimatou Natacha. J'attache particulièrement du prix à ces 4 noms qui m'ont été donnés à la naissance par les parents. Et Dieu seul sait quel bien ils m'ont fait. Parce que avec ce nom, je suis la plus camerounaise des Camerounais. Que ce soit sur le plan culturel, je suis métissé. Sur le plan religieux, je suis métissé. Je suis le syncrétisme culturel et religieux représenté. Et d'ailleurs, c'est une raison davantage d'être fier de porter les couleurs, la voix de mon parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sur ce plateau, qui est un parti qui prône essentiellement l'intégration nationale. Ok, tout à côté de vous, Fabien Assigana, il est homme politique, président d'un parti politique aussi. Il va lui-même nous dire de quel parti il s'agit. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Cap. Bonjour, merci pour l'invitation. Là, donnez mon nom, Fabien Assigana. Je crois que tout le monde connaît le nom, sauf lui. Je suis président du mouvement national, du mouvement républicain, en abrégé le MOREP. Je remercie l'invitation. Quoique ça fait une énième fois que je suis ici et je salue tous les copanélistes. Alors, le MOREP, vous avez dit, c'est un parti de la majorité ou c'est un parti d'opposition? Nous sommes un parti de proposition. Nous ne sommes ni au pouvoir ni à l'opposition. Nous sommes un parti de proposition. Ça veut dire que nous avons un produit que nous vendons au peuple camerounais. S'ils pensent qu'ils peuvent nous porter, c'est-à-dire accompagner ce projet-là, tant mieux on le fera. C'est le travail que nous on est en train de faire. Okay. Alors, en attendant de revenir sur vous pour en savoir plus, peut-être sur votre parti, nous repartons du côté de la régie et nous revenons derrière pour le début de la première thématique. Retour sur ce plateau de Récap L'actu. Mesdames, Messieurs, c'est la 12e sortie de votre émission en cette année 2023. Pour ce qui est de ce dimanche 19 mars 2023, bien sûr, c'est là. Nous avons 3 thématiques à l'ordre du jour ce matin. La première thématique, nous sommes au Cameroun et les sénatoriales 2023 qui se sont déroulées le 12 mars dernier, dimanche passé. Alors, comment comprendre la débâcle de l'opposition? Puisque on le sait, sur les 70 places qui étaient en jeu, les 70 places ont été raflées par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pas un seul siège pour les partis d'opposition. Alors nous allons essayer de comprendre pourquoi le RDPC a balayé d'un revers de la main, on peut le dire, l'opposition camerounaise qui ne s'y retrouve pas. Voilà notre premier acte ce matin. En deuxième thématique, nous sommes en société au Cameroun et nous parlons de la baisse du pouvoir d'achat et l'inflation hors de portée. Alors, est-ce que le ministère du Commerce jette l'éponge? Quand on se rend dans nos différents marchés, les prix, c'est chacun qui les fixe. Et même les prix fixés ne sont pas forcément respectés. Alors, qu'est-ce que le ministère du Commerce fait par rapport à cela? Voilà autant de questions que nous nous posons ce matin. Troisième thématique, nous posons la question sur le retour des États-Unis d'Amérique. On le sait, après le premier sommet États-Unis-Afrique tenu quand Barack Obama était président. Alors le deuxième sommet s'est tenu du 13 au 15 décembre dernier du côté de Washington. Alors entre donc, le mandat de Barack Obama et celui de Joe Biden, Donald Trump est passé et lui il a tourné le dos à l'Afrique. Alors pourquoi les États-Unis reviennent donc sur le continent? On a vu entre le sommet tenu en décembre dernier et le mois de mars 2023, déjà 4 visites des hauts responsables américains sur le continent.
La dernière en date était celle du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Alors pourquoi ce retour des États-Unis? Nous allons essayer de comprendre avec nos invités sur ce plateau. Voilà présenté, mesdames, messieurs, le menu de ce matin. Alors là, nous commençons par la première thématique, bien sûr. Nous sommes au Cameroun, le sénatorial 2023. Comment comprendre la débâcle de l'opposition? La première question, je la pose à notre invité à l'extrême gauche, Fabien Asigana. Alors lui, vous avez dit votre mouvement, votre parti c'est le MOREP. Oui. MOREP. Alors vous n'êtes ni de l'opposition, ni de la majorité. S'il faut être opposition, nous sommes opposés à tout le monde. À l'UPC, on est opposé puisqu'on veut la même place, la même mairie, la même présidence, les mêmes députés. Donc nous, en fait, on est opposé à tout le monde, sauf à nous-mêmes. Donc, mais maintenant... Vous êtes opposé au Camerounais aussi? Vous n'êtes pas opposé? Non, c'est le peuple. Nous présentons notre projet au peuple camerounais. Vous leur dites que tout cela, nous ne sommes pas avec eux. Nous, voici ce qu'on vous propose. Et qu'est-ce que vous dites au peuple alors? Par rapport à quoi? À votre programme. Mais nous avons un projet. Programme. Nous avons un projet, pas seulement un programme. Le programme, c'est un programme de gouvernement. C'est quand il y a les élections que vous présentez votre programme. Mais nous avons un projet de société. Voilà, et votre projet, c'est quoi? Oh là là. Mon ami, un projet qui a plus de 400 pages. Mais ce qui est, Parce c'est que vous n'êtes ni de la majorité, ni de l'opposition. Mais ça, c'est une vieille manière de voir les choses. Ça n'existe plus, l'opposition, la majorité et tout ce que vous voulez. La preuve, vous avez des partis qui sont entre guillemets à la majorité, qui ont eu 0 député, enfin, je veux dire 0 sénateur dernièrement. Là. Ouais, alors, revenons un peu sur la première thématique. Est-ce que vous vous êtes présenté au sénatorial? Non, parce que nous, on ne fait pas dans le cinéma. On ne fait fait pas dans le cinéma parce que le MOREP aujourd'hui n'a aucun élu. Alors si on va faire, c'est juste pour aller s'amuser et perdre le million de francs de caution. Et moi j'ai vu certains, parce que j'ai appris que chaque liste rapportait, disons quand même un parti présentait des candidats, il avait 5 millions et 8, quelque chose comme ça. Alors il y a des petits malins, et là peut-être un seul conseiller, il voit quelques courageux qui veulent bien payer leur caution, sachant qu'il aura 0,00, mais qu'il va toucher 5 millions quelque chose. Donc ça, c'est du cinéma. Vous comprenez? D'autres savent qu'il aura peut-être 10%. Ça veut dire que même, quel que soit X, il aura 10%. Et bon, ceux qui étaient candidats vont récupérer leur caution et lui, il aura toujours les mêmes 5 millions 8. Donc moi, quand on accompagne, on va accompagner le RDPC. Le RDPC a pratiquement tous les conseillers municipaux, là, les conseillers régionaux. Mais aller me présenter, c'est pour jouer. La vraie attente des Camerounais, c'est apporter donc le changement. Ça veut dire que bousculer le RDPC qui est au pouvoir. Et cette attente-là, ça va se passer, sauf s'il y a changement en 2025. Là, il faut des maires, il faut les députés. Et c'est là où on va voir quels sont les vrais partis qui sont sérieux pour aller présenter leur projet. Vous avez préparé vos armes pour 2025? Nous n'avons pas préparé, nous préparons. Et nous travaillons là-dessus. Parce que, en attendant, dans 2025, nous sommes sur les sénatoriales. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez compris la débâcle de l'opposition? Moi, je n'ai pas vu cette débâcle. J'ai vu des gens en anglais, on appelle ça les jerks. C'est-à-dire des gens qui sont allés s'amuser. Tel que je vous ai expliqué, soit pour avoir les 5 millions 8, même nous aussi on pouvait aller. Je trouve quelques gars là qui sont prêts à déposer 1 million de caution. Et puis le parti gagne 5 millions 8, on n'a rien dépensé. Je pouvais le faire. Donc si on comprend bien, pour vous, le RDPC était seul en course? Exactement. Okay. Le reste c'était du cinéma. Alors, docteur Ongene, reparlons des sénatoriales. Vous avez vu le RDPC a fait 70 sièges qui étaient en compétition. Il reste maintenant que le chef de l'État nomme les 30 autres. Et on peut déjà prévoir le Sénat camerounais à 100% RDPC. Alors, quelle est la lecture que vous faites par rapport à cela? Est-ce que l'opposition camerounaise est-elle encore valable aujourd'hui? Bon, sous ma casquette d'économiste, je voudrais quand même m'aventurer à cette problématique politique. Vous savez, aujourd'hui, les partis politiques fonctionnent généralement avec 3 fondements. C'est-à-dire qu'il faut avoir, n'est-ce pas, une approche un peu stratégique, une approche tactique et puis une approche opérationnelle. Vu sous cet angle, je crois quand même que le RDPC, parti État, si je peux me le permettre, remplit quand même ses conditions. C'est un parti politique qui s'est préparé, qui se prépare toujours, qui est toujours prêt à compétir. Ça se voit aujourd'hui dans la manière dont c'est planifié, comment les sympathisants sont inscrits sur les listes des élections. Vous savez, moi, la curiosité
c'est que nous avons un brillant jeune politicien camerounais, le président Cabral quand même, qui a à un moment initié une aventure, si je puis me le permettre, pour l'inscription de 11 millions de Camerounais sur les listes électorales. Il savait pourquoi il le faisait. L'opposition ne peut pas, ma foi, gagner des élections en comptant par exemple sur les sympathisants du RDPC. Ces 4 dernières années, il y va de soi, ma foi, que c'est le RDPC qui a pu faire inscrire sur les listes électorales certains citoyens et qui, ma foi, peuvent être leurs sympathisants à 80%. Vous comprenez, sous cet angle, qu'une fois des élections organisées, c'est un parti qui est parti, si je vous me permets la tautologie, gagnant. On peut faire une autre analyse sur la question, par exemple, des scrutateurs au niveau des bureaux de vote. L'opposition en a combien? Ça demande des moyens. Ça, il faut le savoir. On peut faire une analyse sur toute la logistique qu'il faut mobiliser, n'est-ce pas, pour déplacer ses conseillers et autres. Ça demande assez de moyens. Est-ce que l'opposition a ces moyens? Est-ce que l'opposition est assez unie, organisée et autres? Vous comprenez pourquoi j'évoquais tout à l'heure une question, n'est-ce pas, stratégique, tactique et opérationnelle. C'est ça qui fonde les partis politiques. Et quand vous avez ces fondamentaux, à mon sens, les moyens sont là. Et que vous avez réussi à faire inscrire les populations sur les listes électorales, il va de soi que vous pouvez faire de bons résultats. Mais je suis quand même un peu gêné parce que c'est une opposition qui n'est pas dynamique dans le sens, il y a quand même un parti politique qui aurait pu changer une tendance. Si ce parti politique avait continué l'aventure au niveau des élections municipales et législatives, je voudrais parler du MRC qui malheureusement à un moment a dû, après les élections présidentielles de 2018, démissionner de ses missions. En réalité, c'est un parti qui devait créer une dynamique, mettre l'opposition en mouvement. Mais ça n'a pas été. Et moi, j'ai pensé qu'une fois ce parti dérouté, l'opposition, jusqu'en 2025, n'existera pas. Alors, pour ajouter de l'eau à votre moulin, l'approche du MRC après le scrutin présidentiel de 2018, c'est la même approche du SDF après la première élection pluraliste de 1992. Parce que le SDF aussi avait boycotté les législatives qui suivent, les municipales et les législatives. Et on se rend compte aujourd'hui où se trouve le SDF dans une départ totale et c'est la même approche que le MRC a prôné. Alors, Fadima Natacha Bongono, vous qui êtes communicant du RDPC, votre parti a raflé les 70 sièges mis en compétition. Et il reste maintenant 30 autres sénateurs à nommer par le chef de l'État. Ce qui fait dire que le Sénat camerounais sera à 100% RDPC. Alors pour vous, est-ce que la primauté, comment expliquer la primauté du RDPC? C'est parce que les autres partis ne sont pas représentés sur tout le territoire ou alors vous avez une stratégie particulière? Pour ce qui convient déjà de rappeler au peuple camerounais, c'est que l'élection sénatoriale, c'est une élection indirecte. Donc l'électorat est constitué des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Et il faut le rappeler, c'est la première fois que les conseillers régionaux participent activement à l'élection sénatoriale, parce que les 2 précédents mandats, c'était exclusivement les conseillers municipaux et le collège des chefs traditionnels qui élisaient les sénateurs. Donc nous arrivons en 2023 avec un Sénat, avec un collège électoral intégralement constitué des chefs traditionnels, de ces conseillers régionaux. Et puis, ça veut dire que les chefs traditionnels, ils sont dans le conseil régional, bien entendu, et puis les conseillers municipaux. Là, quand je l'ai évacué, je voudrais également dire que l'élection sénatoriale, c'est comme la consécration, c'est une suite logique des précédentes élections, de la précédente élection municipale et élection régionale. Ça veut dire quoi concrètement? Lorsque vous êtes allé aux élections municipales, vous êtes allé à l'élection régionale, vous avez carrément, je peux dire, les armes nécessaires pour affronter l'élection sénatoriale parce que l'électorat est connu. C'est une élection indirecte. Ce n'est pas tout le peuple camerounais qui participe. Et lorsqu'on revient maintenant sur le cas présent, le RDPC est un parti politique qui a compris l'essence d'un parti politique, l'essence première, c'est la conquête et la conservation du pouvoir. Le RDPC travaille dans les 360 communes à
conquérir le pouvoir, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau de la présidence de la République. C'est dans cet ordre d'idée que nous sommes allés aux élections municipales en 2020, ainsi qu'à l'élection régionale. Ayant les arguments nécessaires, tels que la majorité des conseillers municipaux, la majorité des conseillers régionaux, vous comprenez que ce n'est qu'une suite logique. Je pense que la question de la débâcle se serait posée plutôt avant, par rapport à l'élection municipale ou à l'élection législative, où les partis de l'opposition étaient appelés à draguer le peuple, à draguer la population, afin de les amener à voter pour eux. Comme l'a dit le copanéliste du Morep, vous voyez des partis politiques qui se présentent quand même aux élections, bien que n'ayant pas assez de conseillers municipaux, n'ayant pas pour certains des conseillers régionaux. Ils vont à l'élection, ils misent sur les militants du RDPC. Vous comprenez que ça peut ressembler à un jeu. On est en droit de se demander s'il y a du sérieux. Tout à l'heure, il a évoqué le PCRN qui, étrangement, avec plus de 100 conseillers municipaux dans le centre, a préféré aller se présenter à Douala, dans le littoral, où il a 70 conseillers municipaux. Vous posez bien la question, est-ce que les calculs, c'était quoi? Peut-être parce qu'il n'a pas eu le temps de rassurer sa base. Peut-être entre-temps, il y a eu un désamour entre ses conseillers municipaux et lui, ayant peur d'être à la limite révélé aux populations comme celui-là qui ne sait pas manager une seule commune. Il a préféré se réfugier là où il espérait glaner le voix du SDF qui malheureusement a été rattrapé par un management interne et il n'a pas pu présenter des candidats, bien qu'il y ait des communes. Donc, sincèrement, le pourcentage ou bien le fait pour le RDPC d'avoir conquis les 70 sièges, ce n'est pas un fait du hasard. Nous avions des inquiétudes au niveau de l'Adamawa, où pendant les régionales, l'UNDP nous a damé les pions. Nous y sommes allés de manière méthodique, nous avons travaillé. On a pu tirer notre épingle du jeu. Et sincèrement, ce n'est pas une honte d'avoir 70 sénateurs quand on a travaillé sur le terrain, quand on a eu les arguments au préalable, quand on a une ambition à construire le développement à partir de la base. Je pense que ce n'est que tout travail mérite un salaire. Et si le salaire du RDPC est de travailler régulièrement sur le terrain, c'est d'avoir les 70 sénateurs, c'est une très bonne chose pour nous. Bon, les 30 sénateurs à nommer, ça reste la discrétion du chef de l'État. Mais moi, ce à quoi j'aurais pensé, ou bien ce que je peux suggérer, c'est qu'à un moment donné, qu'on fasse sérieux, qu'on fasse comme aux États, au Nigeria, où lorsqu'un parti n'a pas pu obtenir 25% dans un État fédéral, ce parti est complètement gelé. Quand un parti boycotte les élections, ce parti est gelé. Je pense que ça nous éviterait des partis politiques, comme l'indiquait le copanéliste du Morep, M. Assigana, où les gens viennent parce qu'ils veulent se faire du beurre sur le dos des Camerounais. Autrement, des partis comme nous avons vu se présenter avec très peu de sérieux, dans le cadre de ces élections, ce ne serait pas aventuré, parce que vous avez vu le poste de son président qui était content de récupérer les cautions. Bon, peut-être il n'a pas parlé des 5 millions et poussières dont parlait M. Assigana, et toujours est-il que ça peut ressembler à ça. Donc à un moment donné, nous devons, les partis politiques doivent faire sérieux. Et il y a des partis politiques qui attendent seulement l'élection présidentielle. Il paraît que bon, ils ont un messie pour la présidentielle. Et celui-là, c'est quand il sera président du Cameroun que tout sera très bien. Et on peut bazarder, on peut s'amuser avec le destin politique de leurs militants et attendre les présidentielles où soi-même sera candidat. Si on adopte le principe du Nigeria qui voudrait que lorsqu'un parti boycotte les élections, ne va pas aux élections, il est carrément gelé. Je pense que ce serait une bonne chose pour la démocratie camerounaise. Ok, alors Sylvain Seignac, vous avez dit que vous êtes ex-maire, et non ancien maire, ex-maire de Makak. Alors pour vous, comment est-ce que vous jugez les sénatoriales qui viennent de se dérouler? Parce que là, on ne sait pas, l'UPC était aussi sur la ligne de départ, ou alors l'UPC n'était pas, c'est aussi retiré, sachant que la bataille sera difficile. Alors l'UPC y était et n'a pas pu gagner un seul siège. La première chose, c'est que les mots doivent contenir
maintenir un sens. Lorsque vous dites l'opposition, je ne sais pas à quoi ça renvoie. Première chose. Il y a le parti de la majorité, le parti de l'opposition. Non, vraiment, c'est l'étiquetage inutile. Lorsqu'on crée un parti politique, on a créé un parti politique. Parce qu'on ne crée un parti pour rester dans l'opposition. Non, le parti politique se retrouve, quand se trouve dans un régime, il est soit de l'opposition. Je suis désolé, non. On apprend ça dans une école, je suis désolé. Lorsqu'on crée un parti politique, on a créé pourquoi pas créer, mais vous créez, mais à un moment, quand vous le trouvez comme là maintenant. Est-ce que j'ai toujours la parole? Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'étais disant que lorsqu'on crée un parti politique, c'est pour aller conquérir le pouvoir. Qu'on soit à l'opposition, à un moment donné, c'est un passage. Il n'y a donc pas de parti d'opposition. Il y a les partis opposés entre eux à un moment donné, mais personne ne veut créer un parti pour rester dans l'opposition, c'est pas possible. Sinon, il faut laisser la politique. Première chose. La deuxième chose, lorsqu'on parle de débat, ça veut dire ce qui était imprévisible. C'est ça le sens du mot. Maintenant, il n'y a pas de débat, ni des partis qui étaient au sénatorial, ni de l'opposition en général. Pourquoi? Pour l'arithmétique politique veut que pour les sénatoriales, que le collège soit connu d'avance. Ce n'est pas une histoire où on va mobiliser les noms. Tout le monde sait qui vote. Et généralement, on vote les partis. Pour la discipline du parti s'impose quelquefois aux sénateurs. Donc, le RDPC était parti pour gagner partout, sauf peut-être dans la Damawa. On ne peut donc pas parler de la débâcle. On ne peut parler de débâcle dans la Damawa face à l'UNDP, qui a en réalité plus de conseillers municipaux régionaux que le RDPC. Mais ailleurs, c'était évident. C'était évident. Le reste, c'est je ne dis pas que c'est du cinéma, mais c'est d'autres calculs. Vous savez, les élections sont le moment où un parti peut vendre son programme ou son projet politique. C'est pour ça que moi, entre dépenser 7 millions et parler au peuple camerounais pendant 10 heures de temps, pendant 15 jours, et on peut le faire. Mais sans en attendre absolument un sénateur. Maintenant, pour le reste, je pense que dire que le RDPC mérite, il faut le dire, il faut commencer par là pour être honnête, que lorsqu'on a structuré, lorsqu'on a fait la bonne arithmétique politique, les conseillers régionaux, les conseillers municipaux, il va sans dire que sauf effectivement un débat, le RDPC est parti pour avoir au moins les 70, moins peut-être la Damawa. Maintenant, taxer tout le monde de l'opposition, ce n'est pas vrai. Il y avait bien 13 partis politiques au départ. Vous pouvez parler des 13 partis politiques. Chacun savait quel serait son résultat avant. Maintenant, il y en a qui sont allés peut-être pour avoir de l'argent. Moi, j'aime parler de l'argent. Ils sont allés pour vendre leur programme sénatorial. Peut-être pour gagner les municipales plus tard. Parce que la réalité, c'est quoi? Pour gagner les municipales dans 2 ou 3 ans, il faut commencer à se préparer maintenant. Les élections sénatoriales ont été peut-être un galop d'essai pour certains partis qui ont vendu un programme politique. Donc il ne faut pas dire que ça débâcle, non. Maintenant, la troisième chose, c'est que le président de la République qui va nommer les sénateurs est souverain. Je rappelle que les sénateurs ne représentent pas les partis politiques au Parlement. Parce qu'il faut être correct. Hein? Lorsqu'on est sénateur, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour les CTD. Le Sénat est au Parlement le représentant des comités locaux. C'est ça le problème. Donc ceux qui sont au Sénat aujourd'hui doivent savoir qu'ils sont moins, ils sont militants des partis politiques. Je vous l'ai dit au départ que moi je suis militant de l'UPC, mais lorsque je deviens maire, je suis maire d'une commune où tout le monde cohabite. Il faut que les sénateurs sachent qu'ils sont au Parlement, sous la bannière du RDPC certainement, mais aujourd'hui ils représentent toutes les communes du Cameroun. Il faut le savoir. Donc lorsque je l'ai dit, pour le reste ça va sans dire, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de débat, les mots doivent avoir, il n'y a pas de débat de l'opposition. Maintenant, le cycle électoral commence naturellement par les élections municipales et le cycle commence tout naturellement en 2025. Vous savez pourquoi? Parce que si vous avez la majorité en 2025, si un président est élu en 2025, il a la capacité légale de dissoudre le Parlement. Et il peut estimer que la situation du Parlement actuel n'obéit pas à son programme politique, il a les moyens légaux de dissoudre le Parlement et recommencer à zéro. Donc, les élections sénatoriales sont pour moi des élections de, comme Madame m'a dit, indirectes. Le vrai vote où un homme est face à son peuple, c'est les présidentielles. Le vrai vote où des citoyens sont face à leurs frères, à leurs voisins, c'est les municipales. Donc il faut le dire. Donc pour le moment, les sénatoriales, je ne dis pas que c'est zéro, mais en réalité c'est un vote de représentation. Et ce qui était attendu est arrivé. Vivement que le chef de l'État, dans sa manière de faire, parce que dans tous les cas, on ne peut pas gérer, on ne gère pas un État avec les partis politiques, on gère un État avec les hommes. Le président sait ce qu'il attend du Sénat, et dans ces conditions, j'espère pour ma part, qu'il sait qu'il ne pourra pas nommer seulement les gens du RDPC. Auquel cas, on ne peut pas avoir un Sénat à 100% RDPC. Ce n'est pas possible. Du moins, dans les habitudes républicaines, il n'est pas possible qu'on ait 70 de sénateurs RDPC élus et que le président s'hasarde encore à nommer 30 qui soient du même parti politique. Ça va jouer sur les équilibres. Donc, lorsqu'on est en République, il y a autre chose en dehors des élections. Le président légifère et il sait où il va. Alors, le temps de revenir sur vous, peut-être tout au long de cette première thématique. Nous repartons du côté de la régie et nous revenons derrière avec des éléments préparés par la rédaction.
C'était prévisible. La victoire du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au sénatorial tenu le 12 mars dernier. Cependant, la surprise vient du score obtenu par le parti de la Flamme, qui a raflé les 70 sièges en compétition, en attendant la nomination des 30 autres sénateurs par le président de la République. Quand on sait que Paul Biya ne pourra nommer que les militants de son parti, on peut simplement conclure que le Sénat camerounais de la législature 2023-2028 est le visage du parti au pouvoir. Une réalité qui dévoile les défaillances d'une opposition en perte de vitesse et qui a élu domicile sur les réseaux sociaux. Le RDPC est le seul parti présent dans toutes les localités du pays. Un travail de conquête effectué depuis longtemps et qui porte le fruit aujourd'hui. Certains rétorqueront que ce parti bénéficie des avantages dus à sa proximité avec l'État. Mais il faut tout de même reconnaître le travail de fourmi avec appât abattu par les militants qui ne cessent de ratisser large. En 2018, le Social Democratic Front avait réussi à arracher 7 sièges, aujourd'hui repris par le parti du 25 mars 1985, à cause des querelles intestines auxquelles se livrent les membres du premier parti d'opposition qui a créé la surprise aux premières élections pluralistes en 1992 en bousculant le RDPC. Le SDF n'est plus que l'ombre de lui-même. Le retrait du fondateur Nidjon Fundi, coïncidant avec les revendications de certains cadres qui seront par la suite écartés, non sans poursuite judiciaire contre le chairman. Jeune loup aux dents bien longues, le PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, sorti 3e à la présidentielle de 2018, continue sa campagne de proximité qui consiste à courtiser la population en les poussant à s'inscrire sur les listes électorales, tout en leur promettant le changement dans un avenir très proche. C'est le deuxième parti territorialement représenté après le RDPC. Même s'il n'a pas pu obtenir un seul sénateur, Cabral Libi se vante d'avoir engrangé de points au regard des conseillers municipaux et régionaux ayant voté pour son parti. Un coup de pouce pour la présidentielle sur laquelle le parti a jeté son dévolu en 2025. Le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, deuxième à la présidentielle de 2018, est tombé dans le même piège que le SDF en 1992. Le boycott des législatives et des municipales qui ont suivi et bonjour la chute. Les sénatoriales 2023 auront bénéficié au RDPC et à ses partis alliés. Retour sur ce plateau de Récap L'actu, mesdames, messieurs, c'est votre émission hebdomadaire qui passe tous les dimanches entre 11h et 13h sur ces mêmes antennes pour ce qui est de ce dimanche 19 mars 2023. 3 thématiques à l'ordre du jour. Nous sommes en train de conclure avec la première thématique. Nous sommes au Cameroun sénatorial 2023 et nous sommes sur la victoire du RDPC qui a raflé les 70 sièges mis en compétition. Alors, la question au président du Morep. Les sénatoriales étaient les dernières élections avant la présidentielle de 2025. Alors vous avez dit, vous n'avez pas participé au sénatorial, vous attendez la présidentielle. Alors, comment est-ce que vous allez vous en prendre à la présidentielle? Nous sommes en 2023, donc c'est 2 ans. Vous n'irez pas au présidentiel aussi? Vous n'irez pas au présidentiel? Pour les élections municipales, oui. Et législatives. Oui. Le moment venu, on verra ce qu'il faut faire pour la présidentielle. Mais néanmoins, je voulais quand même faire une remarque dans notre projet, parlant des sénateurs, des sénatoriales. À partir du moment où on dit que c'est des élections indirectes, moi, dans notre projet, nous proposons qu'il faut des élections sénatoriales indirectes. Ça veut dire qu'on fait comme aux États-Unis. Ça veut dire que chaque parti présente, comment on les appelle là, les super... les grands électeurs. Les grands électeurs. Ce qui fait que dès que les élections finissent, le nombre de grands électeurs, comme aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, le président des États-Unis est élu à une indirecte. Ça veut dire que ce sont les grands électeurs qui, après la présidentielle, par rapport au nombre de grands électeurs qu'il a, on sait déjà qu'il a gagné les élections. Donc moi nous proposons au Morep que dorénavant, il faut, c'est-à-dire que si nous venons au pouvoir, on va modifier la loi. Ça veut dire que même les élections
sénatoriale, ce n'est plus un petit nombre qui a eu ces députés, je veux dire ces conseillers régionaux et tout ça là, qui, sauf, peuvent voter. Il faut aussi qu'on institue le fait que les élections sénatoriales, c'est les grands électeurs. Chaque parti présente ses grands électeurs par région. Et selon le nombre de grands électeurs qu'il a eu, ceux-là, c'est eux qui vont maintenant voter pour confirmer. Ça, c'est la première chose. Je voulais aussi faire une petite correction où le RDPC donne toujours l'impression qu'ils sont plus sérieux, ils préparent mieux les choses que tous les autres. C'est pas vrai. Vous savez, quand vous partez de manière... vous voyez, moi je suis de Longonambélé. Vous comprenez? Et vous avez quelqu'un qui est fils de je ne sais pas quoi là. Quand on part pour chercher la vie, il a un avantage sur moi. Le RDPC d'aujourd'hui existe depuis 58. Avant même 58, quand Aïdjo était vice-PM, ou quand il a d'abord fait la politique. Et de là, c'était l'UC, c'est devenu l'UNC. Et c'est devenu, l'UNC est devenu le RDPC. Donc ils ont au moins 60, 70 ans d'avance. Et ils ne peuvent donc pas se vanter en disant que... Et le pire, c'est que avec tout ça là, ils sont au pouvoir, ils commandent tout. Moi, j'étais candidat en 2011, m'excuse, à la présidentielle. Mais on a rejeté ma candidature tout simplement parce que mon dossier était incomplet. Et mon dossier était incomplet, pourquoi? Parce que le sous-préfet a refusé, et le maire de ça, je cite, ils ont refusé de légaliser mon extrait d'acte de naissance, puisque la loi, le code électoral dit que ça doit être fait par le maire ou le sous-préfet. Ce qui fait que je suis allé avec un dossier incomplet et j'ai voulu me défendre en disant qu'ils ont refusé. Bon, ça devient... Parce que la seule erreur que j'ai commise, j'aurais dû aller avec un huissier de justice pour que le sous-préfet qui me demandait que vous n'avez rien d'autre à faire dans la vie ou pensez battre le président, bien tout ça là. Vous voyez, donc ils ont tous ces avantages-là. Ils ont tous ces avantages. Ça veut dire que je pouvais faire comme Cabral a fait. Je pouvais aussi avoir mes 5-10% à la présidentielle en 2011. Parce qu'ici au centre, les gens sont déjà frustrés. Et il suffisait qu'il y ait quelqu'un qui est du centre, qui est aussi candidat. Je suis convaincu que peut-être que je n'allais pas être élu, mais j'allais bouger. Vous comprenez? Donc, leur histoire là qui raconte qu'ils sont les mieux préparés, qu'ils comprennent mieux que nous on ne se prépare pas. Mais vous avez de l'argent que vous avez mangé depuis 70 ans. Vous avez le pouvoir administratif, judiciaire, policier depuis 70 ans. Et vous venez avec quelqu'un qui, s'il bouge même, on l'envoie quelque part. Donc, vous ne pouvez pas venir dire ici que le RDPC se prépare mieux que les autres. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nous tous, il y aura un changement dans ce pays. Et notre changement du Morep n'est pas un changement soit contre Paul Biya, soit contre le RDPC. Mais nous proposons quelque chose au peuple camerounais que ceci, ça fait 70 ans. Si vous êtes content, vous continuez avec eux. Mais si vous n'êtes pas content, voici l'alternative. Ok, alors Fadimatou Natacha Bungono, ce n'est pas pour répondre peut-être directement au président du Morep. Mais la question c'est que le RDPC, parce que le président du Morep a présenté les avantages du RDPC, il lui dit le RDPC est au pouvoir depuis plus de 50 ans, donc vous avez déjà 70 ans. 70 ans déjà, vous avez cet avantage sur les autres partis. Et ce que vous donne maintenant la primauté sur le territoire. Ça veut dire que le RDPC est à les comités de base sur tout le territoire camerounais. Alors que les autres partis ne peuvent pas le faire. Ce sont des partis qui sont regroupés dans certaines circonscriptions. Alors pour vous, est-ce que si vous partiez à armes égales, pensez que le RDPC devrait être à ce niveau aujourd'hui? Bon, là, cette question, je crois que c'est une palissade. Et lorsque je reviens sur l'analyse faite par M. Asigana, il a dit l'offre qu'ils présenteront pour le Morep, ce sera de dire ceux-là ils ont 70 ans. Sauf que sur votre plateau, je ne crois pas que j'ai déjà 70 ans. Ça veut dire qu'il y a des gens au niveau des populations qui reconnaîtront en moi la personne à mesure, à même de porter un projet pour les populations. Parce que cette excuse facile qui voudrait expliquer pourquoi on est incapable de s'organiser dans son propre parti, ça ne fait pas sérieux. C'est le RDPC, c'est que nous pouvons appeler le privilège du tenancier. Et ce privilège du tenancier est travaillé au quotidien. Il y a de cela peut-être 25 ans, ce n'était pas moi au RDPC. Il y avait les autres avant moi. C'est parce que le RDPC a eu la capacité, la possibilité de recruter et d'entretenir et d'encadrer
Nous faisons ce travail au quotidien. Quand je suis sur votre plateau, je vous ai suivi religieusement, s'il vous plaît. Quand je suis sur votre plateau, je suis militante de base. J'ai commencé par le comité de base. J'ai gravi tous les échelons. Je suis arrivé à la section parce que j'y crois, parce qu'on m'a vendu une offre politique à laquelle j'ai cru. Et lorsque je vais aux élections, ce n'est pas M. Biya que je présente, non. Je vais dans mon village, je dis, voilà, je suis candidate, voilà ce que moi je pourrais faire pour la base. C'est déjà la possibilité, avoir la capacité de recruter sur place. On ne vend pas la politique est structurée. Si vous attendez les médias pour aller parler et dire, venez voter pour moi, M. Charles Douma le disait, tous ces gens qui se baladent là n'appartiennent à personne. Autant vous pensez qu'ils vous applaudissent, mais dites-vous que nous faisons une politique de proximité telle que nous savons où et comment parler aux populations à qui nous vendons une offre politique. Donc dire qu'être candidat et avoir 5%, ce n'est pas évident. Ça, il faut le dire. Bon, quand vous revenez au niveau de parler d'armes égales, sincèrement, quand l'enfant naît, il apprend à ramper. Il s'assoit d'abord. Il rampe et il apprend à faire des pas. Si vous avez un enfant qui, à 5 ans, ne parvient pas à faire des pas, amenez-le à l'hôpital, ça veut dire qu'il a un problème, même à 2 ans. Un enfant à 2 ans doit déjà avoir les os solides pour pouvoir s'asseoir. Et pour, en tant que maman, je sais que ce sont des exercices que nous faisons aux enfants. Indépendamment qu'ils soient biologiquement constitués pour grandir, nous les aidons à travailler les automatismes. Dites-vous que si vous prenez un enfant, vous le laissez là où on ne parle pas, il sera mieux, il ne va pas parler. Parce qu'il parle, il fait ce qu'il a appris à voir les autres faire. Donc si quelqu'un a un parti politique, après 5 ans, après 10 ans, quelqu'un d'autre ne peut pas venir parler au nom de son parti politique, cette personne doit se poser des bonnes questions. Et se poser des bonnes questions, ce n'est pas accuser l'autre de tout le malheur qui peut être le nôtre. Nous sommes allés aux élections municipales. Par exemple, chez moi, je suis du Noun. Chez moi, le RDPC n'a pas gagné toutes les communes. Même c'est le même RDPC qui a 70 ans. D'après lui, nous n'avons pas toutes les communes. C'est parce que les autres ont présenté une autre offre et ça, ils ont charmé les populations. Nous devons travailler. Nous avons compris au DPC, quel que soit là où nous nous trouvons, nous devons travailler pour asseoir une base solide. Nous devons travailler pour mettre la population en confiance. Parce que nous savons que lorsque vous ne travaillez pas, et j'en ai fait l'expérience en 2020, nous avons perdu la commune de Foubotte en 2020, parce que les populations nous reprochaient des choses que nous leur avons promis en 2013 et que nous n'avons pas pu remplir. Donc les populations ne sont pas des cons. Ne faisons pas comme si les populations étaient des belles personnes que nous pouvons drainer parce que nous avons 70 ans d'existence. Non. Travaillons sur le terrain et demain, nous pourrons parler avec autorité. Si ce n'est dans tout le territoire, quelque part, nous pourrons parler avec autorité. Okay. Alors, pour sortir de cette première thématique, Dr Ongene, alors la question, c'est à vous que je la pose. Comment est-ce que vous jugez le comportement de l'opposition au Cameroun? Parce qu'il faut voir, je l'ai dit à l'entame de mes propos, en 1992, après la première élection pluraliste, c'est le SDF qui s'est retiré quand il fallait aller au municipal et au législatif. En 2018, c'était autour de MLC. Est-ce que là, l'opposition n'a pas sa part de responsabilité dans tout ce qui arrive? Je le disais à l'entame de mes propos, en réalité, c'est une opposition qui ne croit pas en elle-même, qui est un peu désorganisée et a une dynamique que l'opposition au niveau du Cameroun devrait encore enclencher. Vous savez, tout est dans l'ambition politique, tout est dans l'organisation. Une opposition qui peut par exemple mutualiser les efforts, ce serait aussi une alternative. Je crois qu'on devrait arriver à cela. Mais moi, ça me gêne depuis quelques années aujourd'hui. Allez, on se représente aux élections indépendantes, on fait 5, 10%. Bon. Alors, je voudrais bien qu'on aille aux élections et dire on s'en va chercher 5%, oui. Mais le peuple est là également. Le peuple a besoin d'une alternative. Le peuple nous observe. Et ce peuple-là ne voudrait pas des candidats qui vont se présenter faire 5-10%. Ce peuple a aussi besoin de la mutualisation, par exemple, des efforts. C'est-à-dire, si les partis politiques se mutualisent, ça peut donner
quelque chose. Et je voudrais quand même rappeler que, comme on le disait tantôt, c'était clair au niveau des sénatoriales, les dés étaient faits, donc il n'y avait pas débat. Et également, je voudrais peut-être revenir sur une question qui a été évoquée tout à l'heure. Le chef de l'État, c'est un fin politicien. C'est clair, il ne pourra pas nommer 30 sénateurs RDPC. Ça, il faut déjà le savoir. C'est un fin politicien. Parce qu'il faut quand même une coloration politique pour que le Cameroun ressemble quand même à quelque chose, pour qu'on ait un peu une image, même si elle est folklorique, de la démocratie, n'est-ce pas? Pour que ces Sénats-là soient quand même multicolores. Maintenant, pour chuter, je crois quand même que si d'ici 2-3 ans, l'opposition essaye quand même de s'organiser, de mutualiser les efforts. Moi, je voudrais quand même, comme je le disais, j'ai beaucoup de regrets. Le MRC aurait pu bousculer le RDPC dans le cadre des élections à venir, après 2018. Moi, je l'ai ressenti quand même dans sa mouvance. C'est un parti qui avait quand même un peu d'avenir, même si il y a cette puissance, n'est-ce pas, ce parti puissant qu'est le RDPC. Mais je crois que là également, c'est un parti qui a fait comme le SDF en 92, qui a un peu déçu les populations camerounaises, ceux qui peuvent rêver, n'est-ce pas, d'une alternative, d'une opposition qui peut bousculer comme ça le parti en place. Et fondamentalement, imaginez quand même un MRC et puis un PCRN et je ne sais pas moi, quel autre parti, mais ça peut créer toute une mouvance, ça peut faire rêver les populations, n'est-ce pas, dans un tandem pour pouvoir affronter comme ça le RDP. C'est cette opposition-là qu'on voudrait, c'est cette opposition-là que les populations veulent pour pouvoir rêver et dire, bon là, comme ils ont basculé vers un tandem, ça peut faire quelque chose, ça peut bousculer le RDPC. Alors voilà, on s'inscrit sur la liste électorale et puis en réalité, à mon sens, c'est ce que ces populations attendent. Voilà. Ok, alors vous sortez Sylvestre Seigneur pour 2025, alors vous serez, l'UPC va présenter un candidat. Le débat n'est pas celui-là. J'ai lu la thématiquement envoyée, n'était pas question du PC. Moi, je voudrais faire l'analyse politique avec vous. Oui, alors. Je rappelle que ce que j'ai entendu ici est tout sauf l'analyse politique. Lorsqu'on prend le pouvoir dans un pays, on choisit soit de construire une société démocratique et donc de paix, soit de rester au pouvoir ad vitam aeternam. Lorsque le président Idjo a pris le pouvoir en 60 ans, enfin un peu plus tôt d'ailleurs, il avait comme programme politique d'éliminer l'UPC. D'éliminer l'UPC. C'est clair, c'était un écrit. C'était un testament de Messner. Je peux vous donner la référence. Il l'a fait. Lorsque Biya arrive en 82, il a vécu cette époque, il a même construit cette époque. Mais il dit il veut construire ce société démocratique. C'est pour ça qu'il dit qu'il voudrait qu'on retienne de lui qu'il a apporté la démocratie et la prospérité. 40 ans plus tard, il faut faire le bilan. Non, mais parcours, je lui souhaite encore autant de qu'il veut, mais est-ce que la société camerounaise est plus démocratique aujourd'hui qu'avant? Je dis qu'elle est plus libre, mais pas démocratique, il faut le reconnaître. Il y a plus de liberté aujourd'hui qu'avant. Est-ce que la prospérité est là? Tout le monde peut faire le constat. Secteur par secteur, on a peut-être le nombre, mais en termes, sur le plan qualitatif, nous avons reculé. Il faut le dire. Maintenant, je vais arriver où? Lorsqu'on construit dans une société où on veut rester au pouvoir, on sait comment on fait. Je rappelle que si vous faites les statistiques, de ceux qui pensent que même si vous mélangez MRC, SDF et tout ça, l'UPC, vous ne battez pas le régime en place. Tu sais pourquoi? C'est structuré de manière que on ne puisse pas battre. Parce que ce qui rassure le peuple, ce n'est pas le programme politique aujourd'hui. Ce qui rassure le peuple, c'est la confiance qu'on fait au pouvoir. Le discours de confiance dans le pouvoir veut que les gens s'inscrivent. Dans un pays où on a 30 millions d'habitants, on est 6 millions d'inscrits, généralement 6 millions et demi, pour 3 millions d'électeurs qui votent effectivement. Si vous faites l'arithmétique normale, des structures de base de RDPC avec l'administration, ça permet qu'ils gagnent. Je dis bien l'administration en général, où les gens pensent qu'ils jouent leur carrière en faisant voter le RDPC. Et leurs vrais militants. Ça donne le nombre avant lequel ils passent. Mais lorsque vous êtes élu avec 71% du tiers de l'électorat, pour représenter à peine 20%. C'est pour ça que je dis on choisit de construire une société démocratique et donc de paix ou de rester au pouvoir à vitam aeternam. Pour le moment, il n'y a pas un choix de construction d'une société démocratique. On a réussi par la force des choses, mais également, il faut le reconnaître, avec un peu de volonté du nouveau chef d'État Paul Biya, à construire une société de liberté un peu. Je rappelle que lorsque le RDPC veut marcher, quel que soit l'objectif, ils vont marcher.
lorsque notre parti politique veut manifester, même pour dire merci à Paul Biya, vous n'avez pas manifesté. Il faudra vous êtes toujours une menace à l'ordre public. Ça fait que ça ne rassure pas le peuple. Je vous dis, dans nos villages, Madame Mimchi sait bien pertinemment que si elle parle aux gens en leur promettant quelque chose, on croit. Parce qu'on sait qu'elle a un ministre, elle peut parler. Mais lorsque vous n'avez pas des prérequis, vous promettez quoi? Vous ne promettez rien. Donc en réalité, il faut aujourd'hui socialiser le peuple camerounais de manière qu'ils comprennent que nous ne sommes pas. Nous, on est en train de construire une société d'inégalité qui va imploser à un moment donné. Okay, et c'est pour ça qu'il faut inverser la tendance. Maintenant, je reviens à votre question qui est hors de débat. L'UPC, je vais vous rappeler, est le parti sur la même, à qui on doit le nom l'État du Cameroun. Rappelez-vous que c'est bien le secrétaire de l'UPC qui, pour la première fois, posait le problème camerounais, qui était dans les accords de tutelle. L'article 5 des accords de tutelle disait que lorsque les Camerounais seront prêts, ils vont aller vers l'indépendance. C'est pour ça qu'on a donné comme accompagnateur la France. C'était l'accompagnateur pour nous donner l'indépendance. La guerre que la France a faite au Cameroun était inutile, incompréhensible. On vous confie un enfant, tuteur, c'est ce que ça veut dire. Hein? On vous donne le tuteur à un enfant, c'est pour l'accompagner à grandir. Ça a échoué. Le problème anglophone aujourd'hui est effectivement le procès de la mauvaise réunification. Parce que pour l'UPC, c'était réunification et indépendance après. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va à l'indépendance? C'est un peuple qui est une nation. Mais le Cameroun est l'un des rares pays où l'État a précédé la nation. C'est-à-dire, on a créé l'État par décret, peut-être dans 55, vous ne le savez peut-être pas. Le Cameroun, au départ, était un État français. C'est un décret de l'État français créé le Cameroun comme État. On commence à construire la nation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne se sentent pas tellement concernés par les élections. Ils veulent écouter ce que Mme Mimchi leur dit. Parce qu'elle est capable effectivement de le faire. Si Mme Mimchi appelle le sous-préfet au téléphone, non. Le sous-préfet, je veux pas des faits. Bon, maintenant, je finis par là. Elle ne peut pas se vanter d'avoir bâti quelque chose, alors que si on les prend au fait, société prospère, non. Société démocratique, non. On est là. C'est ça le bilan de parti politique. Alors, ce n'est pas le fait de mobiliser avec l'administration qui fait de vous un grand parti. Je dis, parce que le jour où les Camerounais vont être socialisés autrement, qui se rendent compte que, faites un exemple, faites un meeting du SDF à Bamenda, ce pouvoir ne viendra pas. Ok, alors maintenant. Ne viendra pas. Faites la même chose pour les SDPC, ils vont venir en courant et attendre le chef de parti. Alors, pour sortir de ce cadre, alors qu'est-ce que vous décidez? Laisser les libres champs au DPC ou alors vous résigner en attendant? Non, voilà. Je vous ai dit que nous faisons un travail de socialisation du peuple. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple sache que c'est à lui qu'appartient la souveraineté et pas aux partis politiques. J'ai entendu dire ici que c'est parce que les partis mobilisent pour inscrire. Ce n'est pas le rôle des partis politiques. La Constitution dit quel est le rôle des partis politiques. C'est l'État, à travers la confiance que le peuple lui fait, qui doit mobiliser pour qu'on ne soit élu que par la majorité. Si les gens se contentent du très peu, ce n'est pas, personne ne peut se vanter d'être élu par la minorité, non. Il faut bâtir une société où, lorsque tu es chef même d'une commune, que tu sens que c'est la majorité de mon peuple qui m'a élu. Mais lorsqu'on est élu par le tiers et on a la majorité de ce tiers, vous êtes minorité. C'est ça qui fait un moment donné. Okay, alors, voilà. La rupture entre le peuple et les gouvernants est consommée. Vous n'avez qu'à voir. Personne ne croit plus en rien au Cameroun. Nous sommes dans une société de violence. Lorsqu'on croit en État, qu'on a peur de l'État, on ne fait pas ce qu'on voit là-dedans. Hein. Okay. Nous sommes dans un temps où on a construit la violence. Voilà qui est dit. Nous allons mettre un thème pour ajouter une thématique. Nous partons du côté de la régie et nous venons derrière. Non, on ne peut pas laisser passer ça. Ah bon, on va recommencer l'émission. Mais vous m'avez tiré dessus, je n'ai pas... Nous partons du côté de la régie et nous revenons derrière la deuxième thématique ce matin. Nous revenons là-dessus. Il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est quand un sous-préfet... Oh non. La transition, c'est où? Ok.
retour sur ce plateau de Récap L'actu, mesdames, messieurs, pour ceux qui viennent de nous retrouver. C'est votre émission hebdomadaire qui passe tous les dimanches, entre 11h et 13h, sur ces mêmes antennes. Pour ce qui est de ce dimanche 19 mars 2023, 3 thématiques à l'ordre du jour. Nous avons clôturé avec la première thématique. Nous sommes maintenant sur la deuxième thématique. Et nous allons parler de la présence des États-Unis en Afrique, ou alors du retour, parce qu'on va le dire ainsi, entre 2016 et 2020, pendant le mandat du président Donald Trump, les États-Unis ont tourné le dos à l'Afrique. Et une fois le président Joe Biden arrive au pouvoir, donc en partir de janvier 2021, et le deuxième sommet États-Unis-Afrique s'est tenu à Washington du 13 au 15 décembre dernier. Entre donc décembre 2022 et mars 2023, 4 hauts responsables américains sont déjà venus en Afrique. Donc le dernier en date, il y a quelques jours, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Alors pourquoi donc ce retour des États-Unis au sein du continent? Voilà la question que nous nous posons ce matin. Et la même question, nous la posons à nos invités sur ce plateau. Je commencerai par le président Jumorep. Alors, les États-Unis sont de retour sur le continent. On l'a vu, après selon les promesses faites par le président Joe Biden lors du sommet États-Unis-Afrique du 13 au 15 décembre 2022 à Washington. Alors, entre ce moment de décembre, alors ce mois de décembre et 2022 et mars 2023, 4 hauts représentants américains sont venus sur le continent africain. Pour vous, est-ce que les États-Unis, comment expliquer donc cette main tendue des États-Unis? Les États-Unis ont toujours été là, hein. Mais ils utilisaient, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les gens sous couvert, les anciennes puissances coloniales, la France, la Grande-Bretagne, dans une moindre mesure l'Allemagne et tout ça, le Portugal, l'Espagne et tout. Mais les Américains, quand ils sentent qu'il y a un problème, ils interviennent. Parce que quand vous regardez dans l'histoire, vous voyez au Congo par exemple, comment il s'appelle là, l'ancien président, premier ministre du Congo, Léopoldville, qu'on avait assassiné là. Lumumba. C'est sur instruction des Américains. Les Mandela qu'on arrêtait, qu'on mettait en prison, c'était les Américains. Et les Américains ont des bases ici. Les Américains, c'est quand ils se rendent compte que les pays comme la France, les anciens pays colonisateurs, perdent un peu le pied, ils reviennent renforcer. La preuve, Obama, qui est africain, son père s'appelle Obama. Son père est kenyan. Mais ce monsieur, c'est lui qui a bombardé la Libye de Kadhafi. Il a bombardé la Libye de Kadhafi. Vous voyez, comment on appelle, le nombre de bases américaines qui sont en Afrique. Les Américains ont été en Somalie. Vous avez vu, ils ont même eu une débâcle là-bas, où ils sont partis, on les traînait par terre. Où est-ce que les Américains ne sont pas? Mais comme ils travaillent ensemble, c'est-à-dire le monde occidental, qu'ils appellent entre guillemets la communauté internationale. En réalité, c'est les États-Unis et l'Europe occidentale, c'est tout. Et ils sont là, les Américains viennent seulement en appui. Et ces derniers temps, ils se rendent compte que la France en général est en perte de vitesse. Et ils viennent appuyer. Et ils viennent appuyer. Vous voyez, jusqu'à vous voyez les ambassadeurs qui étaient ici, qui à la limite méprisaient le président Biya. Mais il a été reçu par Joe Biden aux États-Unis. Il a été reçu par lui. Alors que à une autre époque, il ne le recevrait même jamais. Il n'écouterait même pas, puisque les ambassadeurs qui sont ici ne respectent pas le président de la République. Ils lui donnent même un ambassadeur qui se permet de dire que bon, tu as assez duré, je pense qu'il faut quand même laisser les choses. Donc ces Américains ont toujours été là. Mais je dis que c'est une opportunité aujourd'hui qu'ils sont en train de perdre la vitesse et ils sont en train de montrer leurs limites avec la guerre en Ukraine. Parce qu'ils sont en train de se rendre compte que militairement, il y a une superpuissance nucléaire qui est la Russie. Économiquement, il y a une superpuissance qui s'appelle la Chine. Et ces gens-là sont en train de se mettre ensemble et nous avons une opportunité de choisir avec qui on va aller. Et on n'a même pas à choisir d'être avec la Chine ou la Russie. On doit, à chaque opportunité, nous voyons d'abord ce qui nous intéresse, comme on dit, gagnant-gagnant. Donc, le fait qu'on dise que les États-Unis ne sont pas, ils ont toujours été là. C'est tout simplement que là, ils voient que leur surrogate est en train de flancher, ils viennent en appui. Mais est-ce qu'ils vont réussir? That's the question. Ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, les Africains, nous n'allons pas saisir cette chance que nous,
À partir de maintenant, nous avons la possibilité d'essayer de voir. Je vous prends l'exemple. Le franc CFA, aujourd'hui, le Cameroun doit quitter le franc CFA. Je demande ça au RDPC. Vous dites quoi du franc CFA? Voilà les choses où on doit déjà se démarquer. Le franc CFA. Ils étaient hier, là, il y a 2 jours, là. Ils ont parlé de ça. Mais moi, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, bon, on va voir, on va faire ceci, on va faire cela. Nous devons sortir du franc CFA. Nous ne devons plus avoir les bases. Vous avez au Gabon, il y a les bases françaises. Au Tchad, il y a les bases françaises. Mais s'ils ne veulent pas, nous, on est même capable de faire, vous voyez, l'Afrique de l'Ouest, là. Le Mali, mais ils essaient de faire des choses, mais on peut travailler avec ces gens-là. Même avec le Nigeria. Le Nigeria est en train d'être mis en sandwich, je ne sais même pas pourquoi, alors que c'est la première puissance économique de l'Afrique. Mais ils n'ont qu'à dire à la Côte d'Ivoire et tous ces pays qui ne veulent pas le changement, là, qui veulent travailler pour la France. Là, mais moi, si on est au pouvoir, on va renforcer nos relations avec le Nigeria et capable de créer notre propre monnaie. Et pourquoi on ne le fait pas? Voilà donc les choses, les opportunités que nous avons aujourd'hui. Parce que les Américains, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, là, essayer de revenir, comme vous avez dit, en force, ceci, cela, est-ce qu'on va les laisser faire? Que maintenant, ils viennent, eux aussi, ils reviennent nous taper dessus? Non. Voilà l'opportunité. Ok. Alors, docteur Julien Ongene, alors, vous êtes économiste. Les États-Unis, on le rappelle, si ont promis à la République centrafricaine, c'était au mois de février dernier, qu'il faudrait que les États de la République centrafricaine se libèrent des Russes, donc du groupe Wagner, et on leur présente des opportunités pour relever leur économie. Alors, pour vous, est-ce que cette montée en puissance des États-Unis, c'est pour réellement aider l'Afrique? Ou alors c'est pour débarrasser l'Afrique des autres partenaires? Je voudrais quand même être de ces Africains qui pensent qu'il ne faut rien attendre des États-Unis, de la Russie, de la Chine et autres grandes puissances. On est dans un jeu d'intérêts mondiaux. Et dans ce jeu d'intérêts mondiaux, sur le plan géopolitique et géostratégique, l'Afrique, autant pour moi, est toujours bien perdante. Et je ne voudrais pas, pour les années à venir, alors que nous avons un grand projet continental africain, parce que l'un des projets pharaoniques de l'Afrique actuelle, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. Et je ne voudrais pas que ces grandes puissances-là essayent de distraire un peu l'Afrique. Vous savez, quand vous lisez le rapport de la CIA sur le monde de 2050, ce que font les Américains actuellement en Afrique, ils sont en train de penser sur le plan de l'intelligence politique, l'intelligence économique, l'intelligence commerciale, le monde de 2050. Et c'est ce monde-là qu'ils préparent actuellement. Comment faire pour continuer à exploiter les ressources emmagasinées? Il y a une curiosité planétaire aujourd'hui. Vous savez que le sous-sol américain aujourd'hui, du point de vue seulement du pétrole, n'est pas encore exploité. Mais en réalité, le pétrole est importé de l'Extrême-Orient, de l'Afrique, et qui est gardé, n'est-ce pas, dans le sous-sol américain. Alors quand tout ce pétrole-là sera exploité dans le reste du monde, je crois que l'Amérique sera en situation de monopole de production du pétrole dans le monde, peut-être d'ici 50 ans. Quand vous lisez ce rapport de la CIA de 2022, vous comprenez comment les États-Unis se projettent. Je crois que les États africains sur le plan géopolitique et géostratégique doivent comprendre un peu la perche qui leur est tendue. Et il faut saisir cette perche-là de manière prudente. Moi, je suis de ceux-là qui pensent. Quand vous regardez comment la Chine se comporte en Afrique aujourd'hui, c'est-à-dire la manière dont ils gagnent des marchés, comment ils recrutent, les paiements vers tous ceux qui travaillent dans ces grands chantiers. Et il faut se projeter. On s'est dit, mais est-ce que véritablement ces grandes puissances émergentes, ces grands pays développés, est-ce qu'ils servent véritablement pour le bien de l'Afrique? Je ne voudrais pas vous rappeler ici que la Chine, par exemple, exploite près de 15 000 hectares au niveau de Nangai, beaucoup produit le riz. Mais aucun kilogramme de ce riz n'est vendu sur le marché camerounais. On va peut-être revenir tout à l'heure sur la crise inflationniste. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Comment les accords ont été signés? Parce que quand les Américains viennent, par exemple, en Centrafrique, pour faire des propositions, par exemple, à la Centrafrique, il faut bien analyser le contenu des accords. C'est tout le problème, parce que sur le plan géostratégique, il y a quelque chose qui se cache. Les Américains, aujourd'hui, ont une stratégie, au même titre, peut-être que la Russie et peut-être la Chine. Vous savez, aujourd'hui, quand vous contrôlez les différentes bases au niveau des extrêmes d'un continent,
vous maîtrisez le monde. Alors, il y a quand même un grand chantier au niveau du golfe de Guinée. Il faut l'analyser et bien le comprendre. Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur les sous-entendus. Par exemple, la guerre du Nozo, on ne va pas revenir sur certains sous-entendus. Par exemple, sur ce qui se cache au niveau de la Centrafrique avec Wagner et autres. Si vous contrôlez le golfe de Guinée, si vous contrôlez l'extrême est de l'Afrique, si vous contrôlez le nord méditerranéen de l'Afrique, si vous contrôlez les autres frontières au niveau de l'Afrique du Sud, Gibraltar et autres, Dieu seul sait le nombre de bases militaires qui sont installées. C'est ça l'enjeu en réalité. Et c'est cet enjeu-là que la Russie voudrait essayer de réexploiter. Elle qui était absente hier, voudrait entrer sur le terrain géostratégique et géopolitique pour essayer de voir. Mais maintenant, il faut d'abord essayer de conquérir certaines zones qui ont été balkanisées, la Russie, l'Ukraine et d'autres pays limitrophes qui ont véritablement basculé vers leur autonomie après la guerre froide dans les années 89. Et il y a ça, c'est ce regard-là. Et les Africains, à mon sens, doivent se dire, alors là, ils nous tendent la perche, ces superpuissances. Le retour, comme le grand frère le disait tout à l'heure, les États-Unis ont toujours été là et vont continuer à l'être. En réalité, ce qui est en train de se passer, c'est la prospective économique, c'est l'intelligence politique, c'est la prospective commerciale. Qu'est-ce qu'on va devenir d'ici 2050? Le monde va devenir, le monde va ressembler à quoi? Alors, si on laisse la Chine percer en Afrique, si on laisse la France être en difficulté en Afrique, qu'est-ce qu'on pourra gagner? Alors, c'est cette prospective politique-là qui font géopolitique, géostratégique, pour continuer à être présent et conquérir les marchés. Il faut le savoir. Il s'agit des marchés commerciaux, des marchés économiques, des marchés politiques, géopolitiques et géostratégiques, à mon sens. Ok. Alors, Sylvestre, le président américain Joe Biden disait à l'ouverture du sommet États-Unis-Afrique du 13 au 15 décembre à Washington, il a dit qu'il faudrait revoir le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire introduire un pays africain comme membre permanent. Alors pour vous, est-ce que toutes ces déclarations ne sont-elles pas juste flatteuses? Est-ce que vous pensez réellement que les États-Unis viennent pour le développement de l'Afrique? Il y a pire que ça. En relation internationale, il y a deux zones. Les pays pauvres font la diplomatie de développement. Les plus avancés font la diplomatie d'influence. C'est-à-dire qu'il faut contrôler l'accès à la mer. C'est le fret aérien et le fret maritime qu'il faut contrôler. C'est tout. Si vous ne contrôlez pas ça, vous ne pouvez. Et c'est pour ça qu'il y a des zones où les gens vont se battre. Aujourd'hui, la nouvelle donnée, c'est qu'on contrôle le poumon du monde, qui est l'Amazonie et l'Afrique équatoriale, l'Afrique du Sud. Voilà donc les zones d'influence, et pour les Américains, et pour les Français, et pour tout le monde. Maintenant, le problème, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Sud-Africains, c'est pas ça. Le problème, c'est que chaque pays doit adresser ses problématiques de développement et choisir librement avec qui il fait, en fonction des intérêts. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, les gens veulent vous faire croire qu'ils veulent vous développer. Le verbe se développer, on se développe, on ne développe pas l'autre. Quand chacun, vous allez quelque part, c'est pour vos intérêts. Maintenant, si en face, vous avez quelqu'un qui connaît ses intérêts, vous faites ce qu'on appelle la coopération. Mais dans le cas, attendre absolument que les autres viennent vous développer les discours je rappelle que si on dit aux Africains aujourd'hui que choisissez entre vous un représentant au Conseil de sécurité, on va passer 10 ans. Ils vont se battre. Ils vont se battre. Parce qu'en fait, il faut que les critères soient fixés. Est-ce que c'est les critères de développement? Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est géostratégique? Est-ce que c'est démocratique? C'est autant de choses. Donc, le débat n'est pas là-bas. Le débat est un problème de développement. Je rappelle qu'une place au Conseil de sécurité des Nations Unies ne développe pas plus d'Afrique qu'avant. Tout à fait. Ce n'est pas ça le problème. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est se développer. Donc, l'Afrique doit être un continent, un vrai. Pas un chevauchement d'États qu'on a créé. Parce qu'on a créé les États africains ailleurs. C'est la conférence de Berlin qui a créé les micro-États. Aujourd'hui, il faut faire une construction africaine. C'est le rêve de Oumyobé, c'est le rêve de Kwame Nkrumah, c'est le rêve de Lumumba. C'est ça, il faut revenir aux fondamentaux. Tant que l'Afrique va continuer à parler, enfin, imaginez-vous, un président convoque tous les chefs d'État africains à une conférence, vous dites que c'est maintenant. Les États-Unis ne gagnent rien à nous donner. Parce qu'en fait, le Conseil, ce n'est pas la propriété de quelqu'un qui vous dit je vous accorde ça. C'est pas ça. Moi, ils peuvent garder leur Conseil de sécurité si l'Afrique est développée, forme un grand marché, un grand bloc. Ils reviendront chez nous pour dire nous voulons commercer avec vous. C'est le minimum. Maintenant, dire que sous Donald Trump, l'Amérique était partie, ce n'est pas vrai. Donald Trump n'a fait aucune ambassade en Afrique de son temps sont relevés très propres. C'est que le travail de l'ambassadeur, de la mission économique, parce que dans l'ambassade, il y a le consulat, il y a le service économique, il y a également les services politiques, les services culturels. Généralement, on voit seulement là, le consulat qui donne les visas ou qui les refuse.
Mais les autres travaux qui sont d'ordre d'intelligence économique, de l'enseignement, n'est pas visible. Les Américains sont présents partout. Ils ne peuvent pas laisser que quelqu'un d'autre contrôle l'accès à la mer et l'accès aux airs. C'est clair. Il faut le savoir. Et dans ces conditions, le jeu que l'Africain doit jouer aujourd'hui, ce n'est pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Pierre. C'est ça. C'est adresser d'abord ses propres problématiques de développement et aller vers celui qui est capable. C'est comme un livre blanc. L'Afrique veut se développer. Nous avons des problèmes d'infrastructure, nous avons des problèmes d'infrastructure routière, nous avons des problèmes de démocratie. Qui peut nous accompagner, pas nous aider? Qui est d'accord de coopérer avec nous pour notre développement? Parce qu'il nous appartient pas de devenir du point des autres. Et comme il n'est pas normal qu'on attende que c'est les Américains, c'est les Français qui adressent des problématiques de développement chez nous, non. Le problème de l'Afrique, c'est que nous avons été, on a été structuré que c'est d'ailleurs qu'on a désigné ceux qui devaient diriger l'Afrique. Il faut le reconnaître. Hein. Et lorsque vous avez un régent, jusqu'à une certaine date, l'Afrique n'était dirigée que par les régents des puissances occidentales. C'est-à-dire quelqu'un qui en réalité est là pour faire la politique de l'autre. Parce que pourquoi? Au départ, lorsque on nous octroie les indépendances, c'est pour qu'on soit une source de matières premières pour leurs industries et que nous on soit consommateurs de produits manufacturés. Aujourd'hui, bon, il y en a qui sont rares, mais les présidents africains commencent à comprendre pour la plupart on ne peut pas continuer comme ça. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Les gens vont vers le développement, mais malheureusement, le développement a comme matière première l'Afrique et l'Afrique va se sous-développer. C'est pour ça que les enfants meurent dans la Méditerranée. Aujourd'hui, il faut changer le paradigme en nous disant que comment se fait-il que nous produisions, qu'on ait le sous-sol le plus riche du monde, mais qu'on soit pauvre? La solution, c'est quoi? C'est transformer d'abord ce que nous produisons. Parce que lorsqu'on transforme, on crée la plus-value, on crée plus de richesse et plus d'emplois. Et si on le transforme, on porte le sous-sol, on amène ailleurs, c'est là-bas qu'on va transformer. Et vous avez les impôts qui sont la partie commune de cette histoire. Donc aujourd'hui, les Africains, je pense qu'ils doivent comprendre que nous devons produire d'abord ce que nous consommons. Nous devons transformer ce que nous produisons de manière à vendre mieux aux autres. Parce que lorsque vous avez transformé, c'est vrai que pour transformer, il faut des financements. Mais je dis encore que nous avons les moyens de l'aider. Il y a des marchés financiers. Ceux qui connaissent les nationalités. Mais le tort de pays comme le Cameroun, c'est d'attribuer pour la plupart, si vous regardez les permis d'exploitation minière qu'on a attribué aux étrangers. Je dis on peut attribuer un permis d'exploitation à n'importe quel Camerounais. Il peut lever les forces au marché financier et venir produire et transformer pour le Cameroun. Voilà qui a dit. Alors, Fadima Tou, Natacha Bongono, comment est-ce que vous percevez la coopération à l'Occident et l'Afrique? Pour vous, comment est-ce que les pays africains doivent s'y prendre pour être bénéfiques dans cette coopération? Plutôt que d'être juste là au lieu d'être exploités, comme ça a toujours été le cas. Je crois que cette question peut être adressée de manière souveraine aux chefs d'État africains. Moi, modeste personne, ne peut pas donner une réponse plausible, une réponse constructive à cette question. Par contre, je peux faire des petites analyses. Effectivement, c'est ça. Modestement, je peux faire des petites analyses. Parce que lorsque vous observez le monde, nous nous rendons compte que nous revivons dans les temps modernes ce que nous avons vécu vers la fin et le début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle et le XXe siècle et le début du XXe siècle avec la guerre froide. Parce que nous avons deux blocs, parce qu'il faut observer que les États-Unis c'est le bloc capitaliste. C'est d'ailleurs même le chantre du capitalisme, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est lui-là qui fait tout pour remettre l'OTAN en exergue et se positionner comme la grande puissance qui, depuis la fin de l'esclavage, n'a plus la monnaie n'est plus adossée sur quoi que ce soit, parce qu'avant la monnaie était adossée sur les esclaves. Les États-Unis, c'est le seul État dont la monnaie n'est pas adossée sur l'or. Ça veut dire qu'ils fabriquent du papier, mais ils sont les plus puissants du monde. Donc là, nous devons déjà comprendre que les États-Unis, c'est le chantre du capitalisme. À côté, nous avons la Chine, qui à un moment donné, contrairement à ce que vous disiez, et M. Asigana l'a si bien rappelé, les États-Unis étaient présents, comme les anciennes puissances. Parce que soit l'Occident était présent en Afrique à travers les grandes firmes. Ça veut dire que c'est toujours l'économie, les marchands, les commerçants qui sont les bras avancés des États dans les pays.
Pendant l'exploration, c'était les grandes firmes. Avec la colonisation, c'était toujours les grandes firmes qui signaient même les partenariats, les coopérations avec les États. Donc, bon, de manière plus sauvage, ils sont arrivés sur le territoire et ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais aujourd'hui, ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent plus faire la même chose. Donc, ils viennent comme des chevaux de Troie avec les mêmes ambitions. Voilà la Chine qui est arrivée sur le territoire africain et qui comprend qu'il y a comme un rejet de l'Occident par les populations. Pas forcément par le politique, mais par les populations. Peut-être avec la bénédiction tacite du politique, mais toujours est-il qu'il y a comme une certaine animosité entre les populations africaines vis-à-vis du colonisateur hier. Alors la Chine arrive donc avec une nouvelle façon de faire. On dit eux, ils viennent, sauf que c'est la même chose. Mais caché, voilà. Vous comprenez? Et la Russie également, qui est le patron du communisme. Voilà. Ouais, le bloc capitaliste, le bloc communiste, qui se retrouve comme hier en Afrique. Toujours est-il que c'est pour des intérêts. Parce que personne ne vient pour les beaux yeux. C'est pour cette raison que quand vous avez parlé de l'aide, j'ai un peu sursauté. Aucun dans la coopération, en matière de relations internationales, les États n'ont que les intérêts. Aujourd'hui, il revient à l'Afrique maintenant de saisir cette opportunité. Dites-vous que l'Afrique est allée sur la voie des indépendances après la Seconde Guerre mondiale, où elle s'est rendue compte que le blanc aussi pouvait mourir. Quand on les a amenés, on les a appelés tirailleurs. Mais sauf qu'ils ont découvert, à travers cette mésaventure, ils ont découvert que ce qui arrive, nous arrive aussi, peut arriver à l'autre. Donc ils sont humains comme nous, ils peuvent aussi passer. Aujourd'hui, l'Occident vient en demandeur souple. Peut-être dans un gang, un humain de fer dans un gang de velours, mais toujours est-il qu'ils font semblant d'être gentils avec vous. C'est pour cette raison que mon président, lui, il a toujours opté pour la multilatéralité en matière de coopération. Et au président Macron, je crois qu'il l'avait rappelé dernièrement, quand on disait que la France a perdu, il disait que la France a perdu une grande part de ses actifs au Cameroun. Il a dit, mais c'est ouvert, tout le monde peut venir. Ça veut dire que nous avons la possibilité maintenant de coopérer avec les autres, intelligemment avec tout le monde. Et là, ces problèmes se posent, les Africains vont de plus en plus vers les questions de transfert de technologie. Les Africains savent que le destin du monde se joue en Afrique. L'économiste a parlé tout à l'heure du golfe de Guinée, ce n'est pas l'unique. Il a parlé de l'emprise sur la mer, ce n'est pas l'unique. Ce ne sont pas les uniques à tout. Et les États-Unis, ayant raté l'impérialisme actif, essaient de revenir de manière subtile à travers ce qu'ils appellent aide. Quand ils parlent d'aide, l'aide n'a jamais été pour nos beaux yeux. L'aide, c'est pour les intérêts des Américains. C'est pour cette raison que M. Barack Obama, bien que Kenyan de souche, est d'abord américain. Bien sûr. Et lorsque vous revenez sur la politique de Trump, qui n'a pas tourné la tête, le dos à l'Afrique, bien au contraire, nous pouvons un peu comparer sa politique qui était un peu une politique dure, brute. Nous avons vu avec ses émissaires ici au Cameroun. Mais dans l'un de ses discours, il a traité l'Afrique de continent de mer. Vous comprenez, c'est pour cette raison que je parle de relations brutales. Parce que quand nous voyons un peu l'ambassadeur sous son règne ici au Cameroun, c'était un peu le monsieur donneur de leçons. Donneur de leçons. Les autres ont compris, celui qui arrive aujourd'hui, et lui il avait un rêve. Lui il avait dit Make America Great Again. Peut-être lui, Make America Great Again, c'était de faire craindre les États-Unis. Mais Biden, peut-être, il a compris, comme avant lui, Barack Obama, qu'il fallait venir comme un cheval de Troie. Ils essaient de reconquérir l'Afrique. Mais l'Afrique, aujourd'hui, est appelée à jouer, à tirer ses épingles du jeu en jouant les bons cartes, en sachant avec qui collaborer, en sachant, en lisant les contrats. Alors, vous comprenez? oui. Donc, en les écrivant. En participant à l'écriture des contrats. Tout à fait. Parce que ce qui se fait, ce qui t'est présenté, c'est comme à la banque quand vous allez pour les crédits, on dit signe ici. Vous n'avez plus le temps de C'est lire. après qu'on vous dit que les clauses c'était ceci. Donc aujourd'hui, les présidents africains, je crois qu'ils sont suffisamment aguerris. Vous n'avez qu'à voir comment est-ce que ces gens-là viennent aujourd'hui vers les présidents africains. Ils comprennent que c'est des partenaires. Alors lorsqu'on n'est plus comme partenaire, on ne doit pas être flatté
pas les petites caresses qu'on nous donne. Nous devons savoir que c'est un jeu d'intérêt et nous devons tirer notre épingle du jeu. Ok, alors nous repartons du côté de la régie et nous revenons derrière avec l'élément proposé par Yvette Obiri pour conclure cette deuxième thématique. Vieille depuis des siècles, en l'occurrence, la période de l'esclavage, les relations entre les États-Unis et l'Afrique ont connu de multiples péripéties, et ce au fil des années. Si l'ère Clinton avait un penchant pour l'Afrique de l'Ouest, c'est sous le règne du président Barack Obama que la coloration des rapports du berceau de l'humanité et le pays de l'oncle Sam se redore d'un blason nouveau. En l'occurrence, l'organisation du sommet États-Unis-Afrique depuis 2014 qui avait pour principale mission investir en Afrique tout en créant une stabilité dans le continent noir. Une initiative qui a réuni une cinquantaine de dirigeants africains en procédé rompu avec la venue de Donald Trump à la Maison-Blanche. Lui qui, loin de tendre la perche au berceau de l'humanité, a plutôt écarté l'Afrique de tous ses plans. La deuxième édition du sommet États-Unis-Afrique, tenue à Washington du 13 au 15 décembre 2022, était l'occasion rêvée du président Joe Biden de relancer la conquête de l'Afrique en faisant des pairs africains des partenaires privilégiés de l'histoire du monde, voire des alliés du futur au vu d'innombrables richesses que regorge le continent. Son intention de chasser les autres puissances, à l'instar de la Chine et de la Russie, véritable menace pour les États-Unis, montrait à suffisance les intentions expansionnistes du locataire de la Maison-Blanche qui voit aux partenaires d'Afrique susciter des ennemis de taille. La tournée africaine ciblée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken n'est pas un fait anodin dans le plan de séduction américain, encore moins celle annoncée dans les prochains jours d'un autre émissaire du pays de l'oncle Sam pour de mieux en mieux contrôler les actions américaines en Afrique. Mieux encore, la refonte de la politique américaine telle qu'annoncée par le président Joe Biden pour des relations gagnant-gagnant semble un piège pour plus d'un, encore plus que le président Biden œuvre pour une place de l'Afrique au Conseil de sécurité. À quoi rime ce subit intérêt de la première puissance du monde pour le berceau de l'humanité? Est-ce pour anéantir les relations avec les autres puissances étrangères et piller l'Afrique comme ce fut le cas dans l'époque d'antan où le gâteau africain était dépecé par les puissances européennes? Là demeure l'interrogation rhétorique. Il revient donc à l'Afrique d'être maître de son destin et surtout tirer son épingle du jeu au vu de cette cour effrénée des puissances occidentales, de même que la conservation de son potentiel inouï de richesse. Retour sur ce plateau de récap l'actu, mesdames, messieurs, pour ceux qui viennent de nous retrouver. C'est votre émission hebdomadaire qui passe tous les dimanches entre 11h et 13h sur ces mêmes antennes. Pour ce qui est de ce dimanche 19 mars 2023, nous avons 3 thématiques à l'ordre du jour. Nous sommes en train de conclure la deuxième thématique. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique, bien sûr, et la coopération avec les États-Unis d'Amérique qui reviennent en force. Alors, merci à Yvette Obele et à cet élément avec lequel nous mettons un terme à cette deuxième thématique ce matin. Nous repartons du côté de la régie et nous revenons derrière avec l'élément de la troisième thématique. Augmentation des produits de première nécessité, tels pain, blé, huile végétale et même viande, tel est le quotidien que connaissent les ministres de l'Intérieur depuis un certain temps sur les marchés. Au Cameroun, il faut désormais résoudre une équation à plusieurs inconnus pour s'offrir un repas équilibré à la maison. Une situation qui, a priori, semblait digeste. Mais depuis le 31 janvier de l'année en cours, l'augmentation du prix du carburant à la pompe a été annoncée, tout comme l'inflation des produits pétroliers avec effet immédiat
dès le 1er février 2023. En l'occurrence, le litre de super qui est désormais à 730 francs contre 630, le gasoil à 720 francs contre 575 d'antan. Seul le pétrole et le gaz ont gardé le statu quo pour essayer de rehausser le pouvoir d'achat. Les perspectives de la revue du SMIC sont en pourparlers pour atteindre 41 875 francs CFA. Une courbe inflationniste qui laisse les citoyens pantois. D'autant plus que cette semaine, on a observé la hausse du transport urbain qui est passé de 250 à 300 francs jour et 300 à 350 francs nuit. Un phénomène qui semble ne pas avoir d'impact sur la population, car depuis l'enlèvement de l'homme de médias Martinez Zogo, le 17 janvier dernier, sa découverte macabre le 22 du même mois, de même que l'ouverture d'enquête sur les circonstances de sa disparition instituée par le chef de l'État, la population semble distraite par le déroulé de l'enquête et les nouveaux éléments chaque jour, à telle enseigne qu'on dirait que cette affaire fait discrétion dans le quotidien des Camerounais de tous bords. Le décès de Martinez est-il la voie royale à l'apologie de la vie chère? Les Camerounais auront-ils perdu conscience? Là demeure l'interrogation. Augmentation des produits de première nécessité, tels. Notre émission hebdomadaire qui passe tous les dimanches entre 11h et 13h sur ces mêmes antennes. Nous sommes à la troisième et dernière thématique ce matin pour ce qui est de ce dimanche 19 mars 2023. Nous sommes en société au Cameroun. Nous parlons de l'inflation hors de contrôle. Et bien sûr, est-ce que le ministère du Commerce a jeté l'éponge quand on se rend compte que dans nos marchés, les prix ne sont plus ce que nous avions pensé hier? C'est chaque commerçant qui fixe ses prix et parfois même les prix fixés ne sont pas les prix pratiqués. Alors qu'est-ce qui se passe réellement? N'y a-t-il plus de contrôle du ministère du Commerce dans les marchés pour essayer de régulariser ces prix? Voilà autant de questions que se posent les uns et les autres au vécu quotidien, que ce qui se passe dans notre société. Alors la première question que je la pose à l'économiste sur notre plateau, les prix sont en hausse des produits, même les produits cultivés chez nous, parce que vous dire même les vivres que nous produisons chez nous, les prix ont été réglés à la hausse. Comment expliquer tout cela? Alors, je voudrais déjà rappeler que lorsqu'une économie est dans ce genre de situation, on parle des crises inflationnistes. Et c'est qu'il faut éviter ce que l'on se retrouve dans ce que les économistes appellent la stagflation. Ça veut dire que la croissance stagne à côté de l'inflation qui est perdue. Et c'est ce qu'il faut éviter d'ici la fin d'année quand on va observer les indicateurs macroéconomiques. Il faut éviter la crise de la stagflation. Maintenant, nous sommes partis d'où? Il faut comprendre que le Cameroun est, depuis quelques années, une économie non productive, à tout le moins pour ce que nous produisons au niveau national. Ça, c'est le lieu quand même de le dire. On peut peut-être questionner les raisons liées, par exemple, à la crise autant post-Covid, qui a ralenti, n'est-ce pas, le niveau de productivité avec toutes les conséquences qu'elle a entraînées. Peut-être la crise russo-ukrainienne avec les conséquences qu'elle a entraînées. Mais on ne devrait pas dormir sur nos lauriers. Il faut commencer par questionner le système interne, comment nous produisons. Aujourd'hui, voilà, nous sommes rendus à une crise inflationniste. C'est dans tous les secteurs. C'est dans tous les secteurs. Moi, ce qui me gêne, je suis beaucoup plus intéressé par la situation du consommateur que suis-je. Que vous et moi ici, sur le plateau, nous sommes tous des consommateurs. Même ces entreprises sont des consommateurs. Même l'État est un consommateur. Voyez-vous, il fallait quand même satisfaire les desiderata, oui, du Fonds monétaire international. C'est vrai que l'État a été très malin en n'allant pas jusqu'au niveau où le Fonds monétaire international voulait pour la réduction, n'est-ce pas, des subventions des produits pétroliers. Ça, on peut le mettre à l'actif de l'État du Cameroun. Mais je voudrais quand même rappeler que quand vous analysez un peu les trois grands acteurs économiques, l'État, les entreprises, le consommateur, à la fin, c'est le consommateur en dernier ressort qui est marginalisé. Parce que le Fonds monétaire international a eu un niveau de satisfaction assez négligeable, on peut le dire. C'est-à-dire, voilà, on aurait voulu aller à une baisse des subventions à hauteur de 70-100%.
Là, l'État a été malin. L'État a quand même préservé son intérêt, son bien-être. Les entreprises, les transporteurs ont dit non, là, ça ne peut pas aller. Les prix des produits pétroliers ont augmenté. Alors, il a fallu arriver à des concertations et puis le Premier ministre a validé les propositions. Là également, il y a ces entreprises, ces transporteurs qui ont préservé leur bien-être. Mais à la fin, c'est le consommateur en dernier ressort qui souffre parce que c'est lui qui doit payer toute la facture. Maintenant, il faut questionner la manière dont nous produisons, notre système productif est faible. Et aujourd'hui, il faut quand même comprendre que ce genre de situation crée des opportunités. La crise post-Covid nous a présenté une opportunité qu'il faut capitaliser. La crise russo-ukrainienne présente une autre opportunité qu'il faut capitaliser. Aujourd'hui, la crise inflationniste mondiale, africaine et camerounaise présente une autre opportunité qu'il faut saisir. Comment il faut saisir cette opportunité? Les faits sont là. Le système productif, il faut le densifier parce que pour basculer dans la transformation structurelle, pour capitaliser, par exemple, les questions d'import-substitution, si vous ne produisez pas, en réalité, vous ne pouvez pas nourrir le marché local, vous ne pouvez pas nourrir le marché sous-régional et vous ne pouvez pas capitaliser les opportunités de la zone de libre-échange continentale africaine. Comment on y arrive? À un moment, il faut bien que l'État, il faut se poser une question. Alors, on a baissé les subventions des produits pétroliers. Cette subvention, j'ai commis un article il y a quelques mois où, à mon sens, je proposais que si nous réduisions les subventions des produits pétroliers qui étaient évaluées en 2002, par exemple, à 800 milliards de francs CFA, si on les réduit, dans le cas actuel, ils ont été réduits, par exemple, à hauteur de 300 milliards de francs CFA. Okay? Où vont les 300 milliards de francs CFA? Peut-être qu'il faut les redistribuer. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle la politique de redistribution. Ça entre dans le cadre des politiques économiques. Il faut bien les redistribuer pour que le consommateur, en dernier ressort, qui ressent cette inflation, n'est-ce pas, puisse tirer, n'est-ce pas, un profit sur ces 300 milliards de subventions qui ont été réduites. Mais à mon sens, on ne saura véritablement pas comment ces 300 milliards de francs CFA vont être réinjectés. Une partie a été réinjectée dans le cadre de l'augmentation des salaires, mais il en reste là, parce qu'en réalité, c'est à peu près 80 à 100 milliards de francs CFA. Mais moi, l'économiste que je suis, je m'intéresse aux chiffres, les 220 milliards de francs CFA, que tire le bas peuple, c'est-à-dire les consommateurs qui sont fragilisés par l'inflation. C'est peut-être à ce niveau que l'État doit réagir. Peut-être la subvention à la production, essayer de lancer les petits producteurs, les coopératives, et pour densifier la productivité, pour que le manioc redevienne le marché comme il y a un an. Aujourd'hui, mon épouse me le disait encore il y a quelques jours, le manioc de 500 qui nourrissait la maison il y a un an, il faut maintenant débourser 1000 francs de plus. C'est le même tas, mais il n'est plus à 500, il est déjà à 1500. Donc il y a un problème de crise de productivité. C'est à ce niveau que l'État doit réfléchir sur la subvention des produits pétroliers qu'on a réduit et peut-être relancer la productivité, subvention à la production pour éviter que l'on se retrouve dans cette crise inflationniste. Alors voilà qui est dit. Sylvestre Niek, le marché aujourd'hui, peut-être vous avez aussi une idée de ce qui se passe dans nos marchés. Alors pour vous, comment est-ce que qu'est-ce que l'État doit faire pour résorber tout cela? Parce que je disais tantôt, même les produits que nous cultivons, les produits vivriers, tout est en hausse. Est-ce que ces produits aussi sont importés parce qu'on ne comprend plus rien? Je vous ai dit au départ que lorsqu'on prend le pouvoir dans un pays, on fixe le cap. Rappelez-vous que le président avait dit révolution verte. Parce que dans sa tête, il ne fallait pas compter sur les produits d'importation pour se nourrir. Il a donc à cette époque-là créé des entreprises, mais également subventionné l'agriculture. Il voulait, bon, les politiques disent qu'ils voulaient nous distraire du pétrole, mais moi j'ai dit fondamentalement, ils voulaient nous amener à nous nourrir nous-mêmes. Lorsqu'un peuple n'est pas nourri, il descend dans la rue. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'énergie est le carburant de toutes les crises. Si vous augmentez 5 francs sur l'énergie, l'impact est général. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on structure un prix, il y a ce qu'on appelle pour le transport aérien, le fret aérien, le fret maritime pour le transport maritime, mais également le transport terrestre pour nos différents villages. Chaque fois qu'il y a une augmentation, ça flambe. Maintenant, la troisième chose, c'est qu'il faut comprendre ce qu'on a l'État appelle subvention. Les subventions de l'État ne sont pas de l'argent frais qu'on injecte dans le pétrole, non. L'État renonce à un certain nombre de taxes, tout simplement. Ça ne crée pas l'argent. C'est un peu comme si quelqu'un, vous devez 100 000 francs, vous ne me payez plus.
Il vous parle l'argent, il vous dit utilisez la dette, ce que vous me deviez. C'est un peu ça la situation. L'État n'injecte pas 5 francs dans l'économie en matière de carburant, non. L'État a renoncé volontairement à ce nombre de taxes qui permettait que... Parce que le prix du carburant, c'est la même structuration. Hein. C'est le coût de production, c'est le fret aérien, c'est le fret maritime, c'est les impôts et autres. L'État renonce en certain et ça crée quelque chose que l'État ne prend pas. Et donc, ça permet de maintenir les coûts. Maintenant, l'État aurait pu continuer à le faire, mais lorsqu'on est sous l'ajustement, c'est l'économie dont je parle. Hein. Lorsqu'on est sous les ajustements structurels, que vos ressources ne permettent pas de régler tous vos problèmes, vous dépendez en fait de l'extérieur en partie. En ce moment-là, la Banque mondiale, qui est l'huissier de justice, commence à vous rappeler que, comme vous ne pouvez pas régler vos problèmes, non, vous propose une solution pour régler vos propres problèmes. Donc, commencez à percevoir les taxes sur le carburant. C'est ce qu'ils appellent la subvention. Et en ce moment-là, le Cameroun a les moyens de tenir. Vous savez pourquoi? Nous avons organisé nous-mêmes le coût du carburant qui soit élevé. Lorsqu'on a construit la première raffinerie camerounaise, on l'a structurée de manière qu'elle transforme tous les pétroles sauf le pétrole camerounais. La Sonara, à l'origine, n'était pas programmée pour raffiner le pétrole camerounais. Et du coup, lorsque vous avez votre propre pétrole que vous raffinez ailleurs, vous réimportez le carburant. Lorsque vous transformez le pétrole des autres, vous ne gagnez que en fait, le passage dans vos raffineries. Donc ça a été mal programmé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si nous voulons agir segment par segment, surtout au niveau de l'énergie du carburant, il faut réhabiliter la Sonara de manière qu'elle puisse raffiner notre propre pétrole. En l'absence de cette réhabilitation, le carburant va aller flambant, rassurez-vous. Maintenant, le Cameroun tient encore un peu, parce que sur le plan politique, le Cameroun est un pays stable qui peut parler, je peux dire d'une certaine façon, aux autres. Mais lorsqu'on ne pourra plus nourrir notre peuple, qu'il faudra attendre tout de l'extérieur, il faudra faire autrement. Maintenant, au niveau de la consommation, je rappelle que si vous consommez complètement, si vous avez un style d'économie complètement extraverti, vous ne pouvez pas tenir. Imaginez, le Camerounais mange quoi? Prenons d'abord au niveau, le Camerounais mange le riz est complètement importé. Même, je rappelle que lorsque vous voulez faire consommer le riz camerounais au Camerounais, ne le connaissant pas, ne le consomme pas. Parce que les coûts de production du riz local sont plus élevés que ce qui est importé. Du coup, le riz local coûte plus cher que le riz importé. Maintenant, il faut d'autres valeurs. Il faudra que le Cameroun soit socialisé autrement, de manière qu'il consomme. Lorsque je consomme un produit qui coûte 1000 francs, mais qui est fabriqué au Cameroun, donc qui produit les impôts au Cameroun, qui produit de l'emploi, il est moins cher qu'un produit importé qui m'est imposé parce qu'il coûte 700 francs. Mais ça, c'est la mathématique politique qu'il faut faire comprendre au Cameroun. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons passé le temps. Il faut quand même reconnaître que depuis 7 ans, l'État s'est délesté d'un nombre d'impôts pour les importateurs, de manière qu'ils puissent produire localement. Ce qu'ils importent, notamment le poisson, notamment le riz, mais 7 ans durant, cet argent a été détourné par les mêmes importateurs qui ont les banques. C'est vrai, hein? L'économie ne peut pas tourner autour des banques. C'est-à-dire vous importez, vous êtes employés des autres. Malheureusement, le gouvernement, quand même, il faut le reconnaître, parce qu'il ne faut pas être tout le temps négatif, a financé l'import supplétion, mais a été, je peux dire, déçu par nos importateurs qui gagnent plus d'argent à importer qu'à produire. Parce que je rappelle que pour importer, vous avez besoin de 2 choses. Vous avez besoin de votre ordinateur, vous avez ce qui est produit par le producteur, et vous avez les crédits documentaires avec la garantie de l'État. Ça arrive, vous vendez. Alors que lorsqu'il faut produire, il vous faut un fonds de roulement qui soit consistant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, votre thème qui dit que le ministre du Commerce a démissionné, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas un dossier, c'est un dossier complètement économique. Il faut structurer l'économie camerounaise autrement. Parce que, je rappelle, en économie libérale, vous ne pouvez pas ne pas subventionner un produit en fixer le prix. Vous ne pouvez pas. Ma grand-mère ou ma mère qui fait son plantain ou son macoba macatan, quand elle va payer le transport à 30 ans pour arriver ici, elle va fixer son prix. Elle va fixer son prix qui sera... Ce sont les fondamentaux. C'est les fondamentaux de l'économie. Malheureusement, on est ailleurs. Vous imaginez quand les prix augmentent, le gouvernement organise plutôt la messe. Vous avez vu ça ici, non? Que les prix, il y a l'inflation, le gouvernement en entier va à la messe. Vous de réfléchir. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut confier le dossier Cameroun aux véritables nationalistes qui pensent Cameroun. Pas aux banques, qui pensent à gagner de l'argent. Ce n'est pas seulement le rôle de l'État. Hein. Nous-mêmes, nous devons dire que, est-ce que lorsque j'importe le riz tout le temps, alors que on m'a laissé 7 ans en estimant qu'on me laisse certaines personnes ne payent pas parce que je dois cultiver le riz, est-ce que je gagne quelque chose à continuer à importer? C'est l'esprit nationaliste qui veut qu'on commence à se nourrir de ce qu'on produit. Je rappelle qu'au Nigeria, vous savez pourquoi lorsqu'on produit le manioc, la patate au Nigeria, ça ne reste pas. Parce que le Nigeria a pris au niveau fédéral une loi qui oblige ceux qui font la farine à consommer au moins dans leur farine 20% de farine de manioc et ou de plantain et ou de patate, de tout. Mais chez nous, pendant que le plantain pourrit à Makati, pourrit à Monadéré, pourrit partout, on mange encore la farine de blé qui est importée. Pourtant, il faut trouver un système qui puisse permettre,
pour baisser, parce que si vous faites une farine complètement manioc ou complètement patate, elle revient plus chère. Parce que le coût de production, on n'a pas le matériel. Pour transformer, il faudra importer d'autres matériaux qui vont nous permettre de produire mais plus cher. Et maintenant, on va avoir la farine de blé moins chère que la farine de manioc. Mais il faut faire un savant dosage de manière que le coût de la farine peut rester au même niveau, mais en faisant consommer les produits comme tels que la patate et le manioc. À terme, parce qu'en fait, on commence à 20% pour complètement renverser la tendance de manière qu'on puisse avoir notre propre farine. On cultive le blé. J'ai entendu un ministre ici dire qu'on a 10 milliards, c'est ça, madame? 10 milliards. 10 milliards pour promouvoir la culture du blé. Et le Cameroun a tous les gens de sol. Il faut fixer l'économie de ce côté de manière qu'on puisse d'abord produire localement ce que nous consommons. Sinon, à terme, ce qui va se passer, lorsqu'on aura véritablement faim, c'est-à-dire incapable de manger, mais pour le moment, on a faim, c'est l'argent qui manque. Mais lorsqu'on n'aura même plus, c'est-à-dire même avec l'argent, vous n'avez rien à faire, vous ne pouvez rien acheter, en ce moment-là, je pense que le gouvernement comprendra qu'il faut structurer véritablement l'économie autonome. Parce que depuis presque 20 ans, on structure l'économie, mais c'est resté purement théorique. Ok, alors, Natacha Bongono, comment est-ce que vous pensez que les populations doivent gérer la situation présente? Il y a quelques temps, le SMIC est passé à 41 875. Avec l'inflation que nous connaissons au niveau du marché, est-ce que c'est facile pour un Camerounais lambda de tenir le coup? Comment est-ce que les autres doivent faire pour résister au quotidien? Je pense que l'économiste et monsieur le maire ont suffisamment planché là-dessus. Ils ont donné des pistes de réflexion qui peuvent amener l'État, parce qu'il s'agit de l'État, le citoyen lambda. Je crains qu'il n'ait pas les outils nécessaires de manœuvre dans la gestion de cette inflation-là. Mais ce qu'il faut relever déjà, c'est la mauvaise foi de ceux des citoyens en qui l'État a placé sa confiance. C'est vrai. Parce qu'au stade où nous sommes, en principe, on ne devrait plus être en train de réfléchir à importer du plancton, à importer du riz, Poisson. Mais à importer même du blé. Parce que quand on vous donne les moyens, on donne le financement pour que vous créiez des plantations. Parce que quand nous voyons les grandes firmes ailleurs, en Occident, quand vous voyez un boulanger, il a quelque part une plantation qui lui fournit la matière première. La chaîne de valeur. Vous comprenez? Par contre, ici chez nous, je me souviens, il y a un gros importateur du blé qui, lorsque la guerre en Ukraine battait son plein, il a fait une correspondance à M. Macron où il pleurait des larmes chaudes, lui le suppliant de ne pas sanctionner la Russie parce qu'on n'aura plus le blé au Cameroun. Alors vous vous posez de bonnes questions depuis des années, depuis plus de 2 décennies, qu'il est dans la filière blé avec l'argent de financement, parce qu'il faut qu'on se le dise clairement, les opérateurs économiques sont soutenus par l'État du Cameroun. Si ce n'est à travers des subventions claires, c'est à travers des aménagements fiscaux qui leur permettent d'exploiter à X temps dans une période donnée dans leur secteur afin de produire suffisamment et être en mesure à être autonome et participer également à la construction de la nation à travers les redevances fiscales. Mais sauf que malheureusement, nous observons ici chez nous que ceux-là à qui on a affecté, on a donné ces subventions, se transforment en gros acheteurs et parfois même en détaillants. Et là, ce n'est pas de nature. Et le compte, c'est qu'on ne le sanctionne pas. C'est pour cette raison que vous vous rendez compte que celui-là qui achète le poisson en gros et celui qui achète en détail, qui revend en détail, n'est pas différent du grossiste qui vend en gros et revient vous vendre en détail. C'est pareil. Mais fort heureusement, il y en a qui sortent du lot parce que je me souviens, j'ai vu un grand magasin de riz et je vous assure, j'ai été surprise qu'on me dise que ce riz est cultivé à Koutaba. Ils ont, c'est dit Mallory. Okay. C'est écrit dessus Mallory. Et ils demandaient, sans publicité, je m'excuse. Promouvoir l'agriculture locale. Il faut promouvoir l'agriculture locale et il faut aussi sensibiliser, parce que même au niveau du pétrole, de l'essence,
et des produits pétroliers. Je me souviens lorsque ces mesures ont été appliquées, je suis allé personnellement acheter du gaz. J'arrive dans une station, je veux le gaz. La dame qui servait me dit, c'est 8500 francs. Le gaz, je crois que c'est 12 kg. Je dis, ah bon, il dit oui, tous les prix ont augmenté, vous n'êtes pas au courant. Je lui dis, ok, est-ce qu'il y a un reçu? S'il y a le reçu, il n'y a pas de souci, moi je vais payer le 8500. Et là, elle s'est rébifiée, elle dit non, je blaguais. C'est pour dire quoi? Il y en a qui profitent de ce genre de situation pour augmenter de manière unilatérale des prix des produits qui ne sont même pas, concernés. Pour le transport, il a fallu que le ministère du Commerce et du Transport se mettent ensemble pour essayer de réviser. Est-ce que vous saviez que de partir de chez moi, il fallait pas payer 1000 francs pour arriver à Bafoussam? Or, aujourd'hui, c'est 500 francs. Il fallait payer 1500 pour aller à Bafoussam, alors que c'était 700 francs. Fumban Bafoussam, ils sont allés drastiquement, radicalement. Donc ça veut dire que les uns et les autres ont profité donc de ce contexte. Oui, mais l'État est intervenu pour réguler. C'est pour dire quoi concrètement? Il faudrait que les Camerounais prennent conscience que lorsqu'il y a ce genre de situation, nous ne sommes pas les seuls concernés. Le bas peuple que vous taxez à fort prix sont également frappés par le même malheur qui est celui de l'augmentation. On ne peut pas augmenter le pétrole, l'essence à 100 francs et l'autre à 120 francs. Vous vous retrouvez à augmenter radicalement 500 francs par passager. Ce n'est pas sérieux. C'est pour cette raison que nous invitons toujours les populations à dénoncer ce genre de situation. Parce que ce qui est clair, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque Camerounais. De même, le ministère du Commerce doit de temps en temps faire des descentes. Parce que si à Macaque, je fais pas de Macaque avec un régime de plantain, avant je payais peut-être 100 francs. Aujourd'hui, je vendais mon plantain à 1500 francs. Il est anormal que parce que je paye 200 francs aujourd'hui, que je vende le même plantain à 3000 francs. Donc il faut que les responsables des contrôles des prix, de temps en temps, de manière sérieuse, descendent dans le marché. Et c'est parce que la peur du gendarme, c'est le commencement de la Ok, alors voilà qui est dit. Alors Fabien Massigana, nous sortons de cette troisième thématique ce matin. Alors pour vous, la situation présente, comment est-ce que vous la percevez en quelques mots, parce que nous sommes déjà allés. Moi, je crois qu'on on a toujours fait une erreur d'essayer de traiter à vue, de naviguer à vue. Et l'État navigue à vue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des problèmes en profondeur, c'est-à-dire la bonne ou la mauvaise gouvernance. Dans le cas d'espèce, c'est la mauvaise gouvernance. Parce que l'État, ce qu'il fait, moi j'appelle ça de l'hypocrisie. Il sortent des milliards pour subventionner, et c'est les mêmes petits copains qui ramassent par derrière les mêmes milliards. Mais ce n'est pas le peuple camerounais. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, là, il est anormal que quelqu'un est le seul, ou sinon peut-être ils sont deux, qui importent du poisson, qui font le gros, demi-gros, détail. Au vu au su de tout le monde, on n'a même pas besoin d'un contrôleur des prix. Rien que le fait que, contre la loi, c'est une seule personne qui fait ça là, c'est pas normal. Monopole pur. Les Camerounais, au lieu de faire le Bayam Salam, ils sont en mesure de faire fabriquer ou d'acheter les bateaux avec ces milliards-là. Les bateaux de pêche. Au lieu que c'est l'Union européenne qui dit que n'achetez plus le bateau, le poisson. Moi, j'étais sidéré que l'Union européenne a interdit l'importation du poisson camerounais. Moi, je ne savais pas que le Cameroun fait dans la pêche. Il sait que nous, on importe de je ne sais pas où là. Vous comprenez? Donc, ce qui a fait que non seulement la bonne gouvernance, parce que ça, c'est un problème structurel. Dans la bonne gouvernance, ça veut dire qu'il faut encourager. Vous dites par exemple, pour faire les bateaux, j'ai pris l'exemple. On a créé une société qui l'appelle les chantiers navals. Les chantiers navals étaient là au départ pour accompagner Camship et réparer les bateaux et tout ça là. Mais aujourd'hui, cette société-là devrait fabriquer les bateaux. Mais au contraire, elle attend, il n'y a pas de salaire. Déjà, même le coq. Aujourd'hui, il passe 6 mois sans salaire parce que les finances n'ont pas encore débloqué les sous. Mais pourquoi eux-mêmes ne s'épanouissent pas? Tout le monde attend ce qui est venu. Et il y a le DG, le PCA. C'est pour ça qu'ils sont toujours en bagarre tous les jours. Vous comprenez? Alors, attendez, il y a encore
Donc c'est fait là que les fonds qui sont réellement alloués, parce que l'État alloue réellement les fonds, en plus il y a ce qu'on appelle toujours dans la malgouvernance. Aujourd'hui vous avez un projet, on a les problèmes de riz, on a les problèmes de blé et tout ce que vous voulez. Mais c'est à des étrangers qu'on donne des hectares, des centaines de mille d'hectares pour planter le riz et le vendre à l'extérieur. Vous, nous sommes qui sont là. Je vous mets au défi. On fait un défaut, on va au ministère MINCAF pour demander 200 000 hectares parce que je veux faire une grosse plantation de machin. 20 000. Hein? Commencez par d'abord. Et vous donneront. D'abord, ils ne vont même pas vous répondre. Ils ne vont même pas vous répondre. Et moi, je dis, en ce qui concerne l'inflation, c'est un faux débat. C'est-à-dire, c'est l'offre et la demande et chacun fait un peu comme il veut. On n'a même pas besoin de ça. Moi, j'ai vécu 15 ans aux États-Unis, je n'ai jamais vu ce qu'on appelle contrôleur de prix et tout ça. Là. Chacun, si tu vends ton truc à 100 millions, tu as les clients, si tu n'en as pas, tu sers. C'est tout. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, je dis qu'il y a la malgouvernance. Non seulement qu'il y a la malgouvernance, mais il y a ce qu'on appelle les Camerounais eux-mêmes qui ont du mal à créer des projets. Ils aiment, comme vous avez dit tout à l'heure, que les Bayam-Selam. Parce que c'est très facile d'acheter le machin, en un mois tu as fait des milliards. Tu l'achètes encore, en un mois tu as fait des milliards. Mais où est le Camerounais dedans? Et là, plus souvent, ces gens-là, c'est encore les pontes du régime du RDPC. Alors, ce sera le mot de la fin pour cette deuxième sortie de Récap L'actu pour le compte de l'année 2023. Merci déjà, Dr Julien Ongué, d'avoir pris part à cette émission. Merci d'avoir pris part à cette émission. Alors, Fadima Tou, Natacha Bengono, merci. Je voulais seulement dire que, madame, on est ensemble. C'est un plaisir. Mais on se bat pour apporter un changement dans ce pays, y compris le RDPC, y compris nous tous. Vous avez vu que ce n'est que le RDPC qu'on est retenu comme parti politique. Je ne sais pas si on se souvient encore du nom de votre parti. Merci à l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette émission. Merci également à la direction générale de Regard Afrique Télévision pour tout ce qui est fait par rapport au déroulement des choses ici à Regard Afrique Télévision, bien sûr. Alors, le rendez-vous est pris pour dimanche prochain, dès qu'il sera 11h sur ces mêmes antennes. Le rendez-vous c'est 11h, 13h. Et alors, entre-temps, on se dit à dimanche prochain. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonne journée et surtout bon dimanche à tous. Le fourneau.